La serveuse glissa une note au PDG. Ne le buvez pas et partez maintenant. Il attrapa sa main et dit « Viens avec moi ». La salle de bal de l'hôtel Le Bristol à Paris scintillait d'opulence. Des lustres dorés, suspendus comme des couronnes au plafond voûté, projetaient une douce lueur dorée sur une mer de smokings et de robes de satin. Un quatuor à cordes jouait une valse douce dans un coin, et les rires résonnaient sous les lumières de cristal, tandis que les serveurs glissaient à travers la foule avec des plateaux d'argent remplis de champagne et de hors-d'œuvre. Ce soir était une célébration. Hélioscope Technologies venait de faire son entrée en bourse, l'une des introductions les plus réussies de la décennie, et le monde entier avait les yeux rivés sur eux. Investisseurs, géants de la technologie et élites des médias s'étaient réunis pour lever leur verre en l'honneur de l'ascension fulgurante de l'entreprise. Au centre de tout cela se tenait Jonathan Royer, 32 ans, le PDG et fondateur énigmatique. Vêtu d'un smoking noir sur mesure, il incarnait parfaitement son rôle, confiant, posé, magnétique. Pourtant, derrière la façade, ses yeux racontaient une histoire plus discrète. Il y avait de l'épuisement dans les plis au coin de sa bouche, une tension dans sa mâchoire, des années de pression, d'attente, de lutte pour faire ses preuves. Élevé dans un orphelinat de la banlieue parisienne, Jonathan s'était frayé un chemin avec pour seules armes une bourse d'études, un esprit brillant et une volonté implacable qui ne laissait aucune place à l'échec. Il se trouvait maintenant au sommet du monde de la technologie, mais même au summum, il ressentait un malaise plus profond, une inquiétude qu'il ne pouvait ignorer. À la lisière de la salle de bal, Aurore Lanvin, 24 ans, se déplaçait silencieusement parmi les invités, un plateau en équilibre sans effort sur une main. Sa queue de cheval blonde rebondissait à chaque pas, nette et professionnelle. Mais ses yeux, verts et perçants, cachaient autre chose sous la surface. De l'inquiétude, de l'urgence, de la peur. Elle n'était pas qu'une simple serveuse. Elle travaillait le soir au Bristol pour subvenir aux besoins de sa petite sœur de 6 ans, Maya, qui attendait dans le vestiaire du personnel un peu plus loin dans le couloir, balançant ses pieds depuis un banc, vêtue de sa sempiternelle robe rose. Aurore lui avait promis qu'elle reviendrait à temps pour la raccompagner à la maison après l'événement. Mais quelque chose avait changé ce soir. Quelques instants plus tôt, elle avait surpris une conversation dans le couloir du personnel. Quelque chose qu'elle n'était pas censée entendre. Des hommes parlant à voix basse, sur un ton pressant, d'un plan, d'un nom, Jonathan Royer, et d'un verre. Les mains d'Aurore tremblaient légèrement, mais elle se maîtrisa. Il n'y avait pas de temps à hésiter. Elle se fraya un chemin à travers la foule, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Jonathan venait de se diriger vers le podium, sa flûte de champagne à la main. Un toast se préparait. Aurore accéléra le pas. Juste au moment où il levait son verre, elle s'approcha, se laissant trébucher légèrement. « Oh, je suis tellement désolée !» haltatait-elle, inclinant son plateau juste assez pour heurter son bras. Le champagne gicla de son verre, éclaboussant le sol et mouchetant la manche de son smoking. Jonathan tressaillit, surpris mais maître de lui. « Je suis terriblement désolé, monsieur », dit-elle rapidement, posant son plateau et sortant un chiffon de sa poche. Elle tamponna sa manche d'une main, maladroite, pleine d'excuses. De l'autre, à l'insu de tous, elle lui glissa une petite note pliée dans la main. Elle n'attendit pas de réponse. Elle recula, s'excusant encore, et disparut dans la foule avant qu'il ne puisse dire un mot. Jonathan la suivit du regard un instant, puis baissa les yeux sur la note dans sa main. Ses doigts la déplièrent lentement, le papier encore chaud de son contact. 5 mots le fixaient, écrits à la hâte. « Ne buvez pas, partez maintenant ». Les mots le frappèrent plus durement que le champagne. Son souffle se coupa. Il leva les yeux sur la salle, sur les visages qui, quelques instants auparavant, riaient, souriaient et le félicitaient. Mais maintenant, quelque chose avait changé dans sa perception. Les regards semblaient plus longs, les sourires plus acérés, l'air plus dense. Les gens le regardaient, mais pas avec admiration. C'était plus froid, plus calculé. La salle de bal n'était plus un lieu de célébration. C'était une scène. Et soudain, Jonathan était le seul à ne pas connaître son rôle dans la pièce. Ses doigts se refermèrent sur la note. Son expression resta calme, indéchiffrable. Mais à l'intérieur, quelque chose avait déjà commencé à bouger. Il sentit un frisson glacial parcourir son échine, une prise de conscience brutale qui balayait l'euphorie de la soirée. Le bruit ambiant de la fête, les rires, la musique du quatuor, tout cela semblait soudainement lointain, comme s'il était enfermé dans une bulle de silence et de danger imminent. Il devait agir, et vite, mais chaque mouvement devait être mesuré. La moindre once de panique trahirait qu'il savait. Il se força à esquisser un sourire poli à un investisseur qui lui faisait un signe de la tête, un masque de normalité qu'il avait perfectionné au fil des ans. Chaque seconde qui passait dans cette salle était une seconde de trop. L'expression de Jonathan ne changea pas.
Il plia lentement la note, la glissa dans la poche intérieure de sa veste et leva les yeux, balayant la foule du regard. Puis il la vit. La serveuse à la queue de cheval blonde qui se faufilait vers le fond de la salle de bal. Sans attirer l'attention, il reposa la flûte de champagne intacte sur une table. Puis, calme et précis, il descendit du podium, se frayant un chemin à travers les groupes d'invités. Chaque mouvement était délibéré, sans hâte, comme s'il se mêlait simplement à la foule avant son discours. Aurore atteignit le bord de la salle, près du couloir du personnel, quand elle sentit quelqu'un derrière elle. « Ne vous retournez pas », dit doucement Jonathan, sa voix basse et proche. Aurore se raidit. Ses doigts se crispèrent sur le plateau qu'elle tenait. « J'ai lu votre note », continua-t-il. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « J'ai besoin que vous veniez avec moi. Nous parlerons, mais pas ici. » Il tendit doucement la main vers la sienne. Elle baissa les yeux, surprise, puis le regarda. Son expression ne trahissait rien, juste un petit hochement de tête constant. Sans un mot, ils marchèrent ensemble vers l'arrière de la salle de bal. Jonathan arborait un léger sourire, comme un hôte faisant visiter les lieux à une invitée. Aurore le suivit, le cœur battant à tout rompre. Un homme en costume anthracite, l'un des membres du conseil d'administration, se mit sur leur chemin, souriant légèrement. « Jonathan, » dit-il d'un ton mielleux, « vous vous éclipsez déjà. » Jonathan garda sa prise sur la main d'Aurore. « Je reviens tout de suite, » répondit-il avec un sourire. « Je fais juste visiter rapidement les lieux à mon invité. » L'homme jeta un coup d'œil à Aurore, haussant un sourcil. Une visite. Sans hésitation, Jonathan se rapprocha d'Aurore et passa son bras autour de sa taille. Il se pencha comme pour lui murmurer quelque chose de flatteur. « Trop de regards, » dit-il à voix basse. « Pas assez d'air. » L'homme hésita, puis gloussa. « Compris. Ne manquez pas votre grand toast. » Jonathan lui fit un clin d'œil. « Je n'y songerai pas. » Aurore offrit un léger sourire et un hochement de tête, vendant l'illusion. Cela fonctionna. Personne ne les suivit. Ils se glissèrent par les portes de service dans un couloir sombre menant à la zone du personnel. La musique et les voix s'estompèrent derrière eux. La prise de Jonathan se resserra légèrement. L'ascenseur de service. Aurore pointa silencieusement. Ils se déplacèrent rapidement, ses pas légers, sa foulée longue et assurée. À l'intérieur de l'ascenseur, les portes se refermèrent avec un doux carillon. Pour la première fois, ils étaient seuls. Aurore s'adossa contre le mur, respirant difficilement. Jonathan appuya sur le bouton du sous-sol. Le silence était lourd. Alors que l'ascenseur descendait, Jonathan se tourna vers elle. « Parlez, » dit-il. Aurore hocha la tête. Sa voix tremblait, mais était pressante. « J'ai entendu deux hommes parler dans le salon VIP derrière la salle de bal. L'un d'eux, je crois, fait partie de votre conseil d'administration. Ils ont mentionné que vous aviez trouvé quelque chose que vous n'étiez pas censé trouver. L'un d'eux a dit « Ça se termine ce soir. » La machoide de Jonathan se contracta. « Je n'étais pas censé être là, » dit-elle. « Mais j'ai pris un raccourci par le couloir de service. La porte était juste assez entr'ouverte. Je n'ai pas tout entendu, mais l'un d'eux a dit « Une fois qu'il aura bu, on pourra avancer. » Jonathan ne dit rien, fixant les portes de l'ascenseur tandis que son esprit tournait à plein régime. « Je ne pouvais pas ignorer ça, » ajouta-t-elle rapidement. « Je ne savais pas à qui faire confiance. Je ne savais même pas si vous me croiriez. » Il se tourna vers elle, pour la première fois, elle vit quelque chose d'inattendu dans ses yeux. Pas de la suspicion, pas de l'autorité, mais de la gratitude. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit-il doucement. L'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent sur le couloir de service sombre en contrebas. Jonathan sortit le premier, balaya du regard le couloir vide, puis se retourna vers elle. « Allons-y, » dit-il. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Chaque pas qu'il faisait dans ce dédale de couloirs impersonnels les éloignait un peu plus du monde scintillant de la réception, mais les rapprochait d'une vérité bien plus crue et dangereuse. Aurore sentait l'adrénaline la maintenir debout, mais une partie d'elle-même se demandait si elle n'avait pas signé son arrêt de mort en décidant d'intervenir. La réserve du sous-sol était faiblement éclairée, ses murs de béton bordés de chaises de banquet pliées, de linge de table inutilisé et de caisses d'eau en bouteille. Le faible bourdonnement de la chaufferie de l'immeuble résonnait faiblement dans l'espace, mais tout ce qu'Aurore pouvait entendre, c'étaient les battements de son propre cœur martelant ses tempes. Jonathan ferma la porte derrière eux, la verrouillant silencieusement. Il balaya la pièce du regard une fois, puis se tourna pour lui faire face. « Dites-moi tout, » dit-il, sa voix basse et calme, mais portant une intensité qui semblait absorber tout l'oxygène de la pièce. Aurore hocha la tête, reprenant encore son souffle,
ses mains se tordant nerveusement devant elle, ses doigts effleurant le bord de son tablier. C'est arrivé peut-être 20 minutes avant le toast, commença-t-elle. Je traversais le couloir arrière, juste pour gagner du temps. Il y a un raccourci près de la cuisine qui passe devant le salon VIP. La porte du salon était juste entr'ouverte. Jonathan écoutait attentivement, son expression indéchiffrable, ses yeux ne la quittant pas un instant. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, continua-t-elle rapidement, mais j'ai entendu des voix, basses et colériques, alors je me suis arrêté. Elle déglutit difficilement, revivant le moment. Il y avait 3 hommes à l'intérieur. 2 que je n'ai pas reconnus, mais le 3e. J'ai réalisé que c'était M. Corbin. Je l'ai déjà vu à l'hôtel. Il fait partie du conseil d'administration de votre entreprise, n'est-ce pas? Jonathan acquiesça lentement. Vice-président. Il est chez Hélioscope depuis le début. La voix d'Aurore tomba à un murmure. Il parlait de vous. Sa mâchoire se crispa. L'un des hommes a dit. Elle fit une pause, essayant de se souvenir des mots exacts. Il a dit, il pense qu'il peut cacher le rapport interne chez lui. Tout se termine ce soir. Ce champagne sera son dernier. Jonathan ne réagit pas, mais son regard s'aiguisa. Puis l'autre a dit quelque chose comme « Nous signerons les nouveaux contrats dès qu'il sera parti. Si nous n'agissons pas maintenant, tout ce qu'il a découvert nous détruira. » Aurore secoua la tête. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire au début, mais il était clair qu'il prévoyait de se débarrasser de vous ce soir. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Jonathan se détourna, posant ses mains sur le bord d'une étagère de rangement. Il expira lentement et longuement. Je savais que quelque chose n'allait pas, dit-il doucement. Je n'avais simplement pas réalisé jusqu'où ils iraient. Il se redressa et la regarda, sa voix stable. Il y a environ une semaine, je passais en revue un audit trimestriel quand j'ai remarqué des incohérences dans l'un des comptes de nos filiales, plus précisément une branche caritative que nous avons créée il y a 3 ans. Il arpentait lentement la pièce, comme pour organiser ses pensées à voix haute. En surface, tout semblait correct, mais plus je creusais, plus la situation empirait. Faux fournisseurs, dépenses gonflées, de l'argent destiné à des programmes de sensibilisation et à des bourses médicales détournées vers des comptes privés. Les yeux d'Aurore s'écarquillèrent. Par M. Corbin. Je n'ai pas encore de preuves définitives, répondit Jonathan. Mais j'ai retracé suffisamment de pistes pour savoir que ce n'était pas de la simple négligence. C'était délibéré. Il marqua une pause, puis ajouta « Je prévoyais de présenter tout cela au conseil d'administration la semaine prochaine. Je pensais avoir le temps de monter le dossier. » Aurore s'approcha, sa voix tremblant légèrement. Mais quelqu'un l'a découvert. Jonathan acquiesça lentement et sombrement. Il y a 3 jours, j'ai reçu un message anonyme. Une seule phrase, « Laisse tomber ou tu le regretteras. » J'ai pensé que c'était juste une menace. Des paroles en l'air. On m'a jeté bien pire au fil des ans. Il baissa les yeux vers le sol, sa voix s'adoucissant. J'ai sous-estimé l'enjeu et jusqu'où ils iraient pour le protéger. Les mains d'Aurore tremblaient encore. Si je ne les avais pas entendues. Vous l'avez fait, interrompit doucement Jonathan. Vous avez agi. Vous m'avez prévenu. Rien que ça a peut-être sauvé ma vie ce soir. Leurs regards se croisèrent. Un instant, ils restèrent silencieux, le poids de ce qui avait failli se produire pesant sur eux de tous côtés. Quelque part au-dessus d'eux, le son de la musique résonnait encore faiblement depuis la salle de bal. Mais ici, dans ce coin caché de l'hôtel, l'air était plus froid, les enjeux infiniment plus élevés. Nous ne pouvons pas remonter là-haut, murmura Aurore. Non, acquiesça Jonathan. Mais nous n'allons pas fuir non plus. Il plongea la main dans sa veste et sortit la note pliée qu'elle lui avait donnée. Ceci change tout, dit-il. Maintenant, nous agissons avec prudence et nous agissons ensemble. Jonathan resta immobile un long moment, assimilant tout ce qu'Aurore venait de lui dire. La pièce autour d'eux semblait plus étroite maintenant, comme si les murs eux-mêmes comprenaient le poids de la vérité. Nous ne pouvons pas rester ici, dit-il enfin. Nous devons vous faire sortir de ce bâtiment, discrètement. Aurore baissa les yeux, nerveuse, tordant ses doigts. Je ne peux pas partir tout de suite, dit-elle. Ma sœur, Maya, m'attend à l'entrée de service. Je lui ai dit que j'aurais fini pour 22 heures. L'expression de Jonathan s'adoucit. Elle est ici, à l'hôtel. Aurore hocha la tête. Elle vient toujours avec moi quand je travaille de nuit. Je n'ai personne d'autre pour la garder. Il regarda vers la porte, sa voix maintenant calme mais decisive. Alors, nous allons la chercher maintenant. Il guida Aurore à travers une série de couloirs de service étroits,
contournant les cages d'ascenseur principal et les postes de sécurité. Chaque coin qu'ils tournaient semblait un nouveau risque, chaque écho derrière eux un danger possible. Mais Jonathan restait calme, sa présence rassurant Aurore même si son cœur s'emballait. Au bout d'un couloir, ils atteignirent l'escalier de secours. Jonathan poussa la lourde porte en acier et lui fit signe de passer la première. La cage d'escalier était sombre et industrielle, sentant légèrement la poussière et le vieux béton. Ils descendirent en silence, leurs pas feutrés et pressés. En bas, il la conduisit à la sortie réservée aux employés qui donnait sur la ruelle étroite derrière l'hôtel. L'air extérieur était vif et froid, et le souffle d'Aurore formait de petits nuages. Là, murmura-t-elle, en montrant le fond de la ruelle. Une petite silhouette était assise sur un banc niché dans l'ombre, les jambes se balançant, vêtue d'une robe rose qui se détachait comme un pétale dans l'obscurité. Maya, appela doucement Aurore, se mettant à courir légèrement. La petite fille leva les yeux, rayonna et courut vers sa sœur, les bras tendus. Je commençais à avoir froid, dit-elle, sa voix légère et innocente. Jonathan suivait derrière, silencieux, les observant. Aurore se pencha et serra sa sœur fort dans ses bras. Quand elle releva la tête, Jonathan était déjà en train d'enlever sa veste de smoking. Sans un mot, il s'agenouilla devant Maya, drapa la veste sur ses petites épaules et la resserra doucement. « Désolé, nous sommes en retard, » dit-il, sa voix douce et chaleureuse. « Mais ta sœur vient de faire quelque chose de très courageux. » Maya le regarda avec de grands yeux. « Elle a des ennuis. »« Non, » sourit-il. « Elle a aidé quelqu'un. Elle m'a aidé. » Maya cligna des yeux, puis hocha la tête solennellement, comme si elle comprenait d'une manière ou d'une autre plus que ce que ses oreilles lui permettaient. Elle tendit la main et prit celle de Jonathan, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. Aurore resta immobile un instant, submergée. La nuit froide, la peur, l'incertitude, tout cela l'avait écrasé pendant si longtemps. Et pourtant, il y avait cet homme, puissant, posé, et maintenant accroupi à côté de sa sœur, les traitant comme si elle comptait. Personne n'avait jamais fait ça avant. Jonathan se leva, soulevant doucement Maya dans ses bras. « Nous ne rentrons pas tout de suite à la maison, » dit-il en regardant Aurore. « Mais vous êtes en sécurité maintenant. » Elle hocha la tête, incapable de parler, la gorge serrée par l'émotion. Jonathan plongea la main dans sa poche et sortit son téléphone. Il s'éloigna de quelques pas, composant rapidement un numéro. « Marc, c'est moi, » dit-il, son ton calme mais ferme. « J'ai besoin de toi tout de suite. » Pas de question. Entrée de service du Bristol. Il fit une pause, écoutant. « Oui, et apporte ton sac. Nous n'avons peut-être pas beaucoup de temps. » Il raccrocha et se tourna vers elle. « Un de mes amis est en route. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Il était dans la police nationale. Il a quitté les forces de l'ordre il y a quelques années. La sede de la burocratie. C'est un détective privé maintenant. Intelligent. Prudent. Il s'appelle Marc Dubois. » Aurore hocha lentement la tête. « Et vous lui faites confiance. » Les yeux fermés, dit Jonathan. Elle le regarda. Vraiment. Pour la première fois, ses yeux rencontrèrent les siens sans peur, sans distance. Quelque chose d'inexprimé passa entre eux. Quelque chose de simple et d'humain. La confiance, et peut-être le début de quelque chose de plus. Ce moment suspendu dans la ruelle froide, éclairé par le halo lointain des lumières de la ville, semblait être un tournant, non seulement dans la crise qui se déroulait, mais dans leur vie respective. Le SUV noir roulait silencieusement à travers les rues de Paris, s'éloignant des lumières scintillantes de l'hôtel Le Bristol pour s'enfoncer dans des quartiers plus calmes. Aurore était assise sur la banquette arrière, Maya blottie contre elle, déjà endormie sous la veste de Jonathan. Jonathan était assis à côté d'elle, silencieux, ses pensées visiblement ailleurs. Ils arrivèrent 20 minutes plus tard devant un modeste immeuble haussmannien niché entre deux structures de verre moderne. C'était le genre d'endroit qui passait inaperçu, une bâtisse avec du charme mais sans extravagance. Jonathan les conduisit dans un escalier étroit et déverrouilla la porte d'un appartement au 2e étage. « Ici, » dit-il doucement, « vous serez en sécurité. » Aurore entra et s'arrêta. Elle avait imaginé des murs de verre, des panneaux high-tech, peut-être même un ascenseur privé. Mais au lieu de cela, l'espace était étonnamment simple. Des parquets chaleureux, des étagères remplies de livres et de photographies encadrées, un canapé en cuir usé et un éclairage doux. L'endroit semblait habité, pas mis en scène. Elle le regarda avec un nouveau regard. « Ça ne ressemble pas à l'appartement d'un milliardaire, » murmura-t-elle. Jonathan esquissa un léger sourire. « C'est parce que ce n'en est pas un. C'est le mien. » Il désigna le couloir. « La chambre d'amis est par là. Vous pouvez coucher Maya si vous voulez. »
Aurore hocha la tête et porta sa sœur endormie dans le couloir. Jonathan attendit que la porte se ferme avant de se diriger vers une armoire près de son bureau. Il passa la main derrière une rangée de livres et appuya sur un petit loquet. Un panneau coulissa, révélant un petit coffre-fort mural. Il composa le code, marqua une pause d'une seconde, puis l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une pile de dossiers soigneusement étiquetés, ainsi qu'une clé USB et un carnet relié en cuir. Il sortit le dossier du dessus et le posa sur le bureau. Aurore revint quelques minutes plus tard, l'air plus calme, plus posé. Elle regarda Jonathan s'asseoir et ouvrir le dossier, étalant plusieurs pages. « Ça, dit-il en tapotant les papiers, ce sont des copies des audits internes de nos filiales. L'une en particulier, une fondation caritative que nous avons lancée il y a 3 ans, a soulevé trop de signaux d'alarme. » Il fit glisser une feuille vers elle. Aurore se pencha, parcourant la page. « Il y a un schéma, continua-t-il. Des paiements à des sociétés écrans, des fournisseurs qui n'existent pas. Des fonds destinés à la recherche sur le cancer redirigés vers des frais de fonctionnement qui ne peuvent être justifiés. Plus de 5 millions d'euros ont disparu. » Les sourcils d'Aurore se froncèrent. Qui a approuvé ces documents? Jonathan hésita. Corbin et 2 autres qui n'ont probablement jamais remis en question les chiffres. Les rapports étaient falsifiés, de manière subtile, mais les divergences sont là si on sait où regarder. Il sortit ensuite la clé USB. J'allais présenter tout cela la semaine prochaine, lors de la réunion privée du conseil. Je voulais que tout soit béton. L'équipe juridique préparait les documents. J'ai même engagé un cabinet externe pour confirmer mes conclusions. Aurore s'assit en face de lui, sa voix calme. Mais quelqu'un l'a découvert. Jonathan hocha lentement la tête et a décidé qu'il serait plus simple que je disparaisse avant de pouvoir parler. Il se renversa sur sa chaise, expirant par le nez. Votre arrivée ce soir, ça a tout changé. Si vous ne m'aviez pas prévenu, j'aurais bu ce verre. Et ça, dit-il en désignant les papiers, serait mort avec moi. Aurore regarda les documents, puis de nouveau Jonathan. Et maintenant? Il la regarda dans les yeux. Maintenant, nous finissons ce que j'ai commencé. Elle hocha la tête. Dehors, la ville continuait sa course. Les klaxons retentissaient, les lumières clignotaient, les vies se croisaient en flots anonymes. Mais dans cet appartement tranquille, sous la douce lumière d'une unique lampe de bureau, quelque chose d'important se produisait. 2 étrangers devenaient des alliés. Non par hasard, mais par choix. C'était le début d'une bataille silencieuse, menée non pas dans les rues, mais dans les bilans financiers, où les armes étaient des documents et le courage était la seule protection. 2 jours plus tard, la salle de réunion au dernier étage de la tour Hélioscope Technologies, à la Défense, était emplie d'une tension déguisée en confiance. La réunion d'urgence avait été convoquée par le vice-président Corbin. Un examen urgent de la direction de transition à la lumière de l'absence inexpliquée de Jonathan. Autour de la longue table en verre, des visages familiers étaient rassemblés. Directeurs, conseillers juridiques, chefs de département. Chaussures cirées, costumes sur mesure, expression calme masquant une inquiétude latente. Tout le monde se posait la même question. Jonathan Royer avait-il vraiment disparu ou préparait-il quelque chose? Corbin ouvrit la séance, tapotant ses doigts sur la surface brillante. Monsieur Royer a pris un congé d'une durée indéterminée. Nous devons aller de l'avant. Direction par intérim, contrat en attente. Commençons. Au fond de la salle, une jeune femme en uniforme de traiteur entra, portant un plateau de café. Un café, messieurs? Demanda-t-elle poliment, sa voix douce. Personne ne lui accorda plus qu'un regard. Aurore, dissimulée sous l'uniforme, se déplaçait avec une grâce professionnelle, déposant une tasse à chaque place. Ses cheveux blonds étaient rentrés dans un calot noir, ses yeux baissés, mais elle entendait tout. Sous son plateau se trouvait un petit émetteur, et dans la grille de ventilation de l'autre côté de la pièce, le micro caché de Marc Dubois captait chaque mot. À 2 rues de là, à l'intérieur d'une camionnette de surveillance banale, Marc était assis avec un casque sur les oreilles, surveillant le flux audio et vidéo. À côté de lui, Jonathan se pencha en avant, les yeux rivés sur l'écran. C'est alors que cela se produisit. Arlondan, un conseiller juridique d'une 50aine d'années, se tortilla sur son siège et marmonna à voix basse, ignorant que son micro captait ses paroles. Même s'il a les originaux, c'est trop tard. Il est probablement dans un jet ou enterré quelque part. Quelqu'un laissa échapper un petit rire étouffé. Un autre membre du conseil ajouta « S'il est malin, il restera loin. Nous avons déjà verrouillé les votes. » Corbin ne répondit pas, mais l'ébauche d'un sourire narquois se dessina sur son visage. Dans la camionnette, Marc appuya sur un petit bouton de l'émetteur, un signal silencieux.
À l'intérieur de la salle de réunion, Aurore recula d'un pas lent. Puis les portes s'ouvrirent. Les têtes se tournèrent. Jonathan Royer entra, calme, posé et indubitablement vivant. La salle se figea. L'air devint glacial. Corbin se leva à moitié de sa chaise, le visage pâle. « Jonathan, nous ne vous attendions pas. »« J'en suis certain, » dit Jonathan, s'avançant froidement vers le bout de la table. Il portait un costume gris anthracite, sans cravate, les manches négligemment retroussées. Il avait l'allure de l'homme qui avait bâti cette entreprise de ses propres mains. Il s'arrêta au bout de la table, balayant la pièce du regard. « Je vous en prie, » dit-il. « Ne vous levez pas pour moi. » Personne ne bougea. « J'ai entendu dire qu'il y avait des inquiétudes concernant mon absence, » dit-il. « C'est compréhensible. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour rassembler quelques faits. » Il posa sa mallette sur la table, l'ouvrit et fit glisser un épais dossier sur le verre. « Vous savez, » dit-il, les yeux plantés dans ceux de Corbin, « c'est audacieux de décider de l'avenir d'une entreprise en supposant que son fondateur soit mort, soit trop effrayé pour revenir. » Corbin tenta de parler, mais Jonathan leva une main. Pas d'explication. J'en ai déjà assez entendu. Il s'adressa maintenant à l'ensemble du conseil, sa voix calme mais ferme. Ce dossier contient des archives financières, des fils de discussion par email, des détails de comptes écrans et des noms. Des copies ont déjà été envoyées aux enquêteurs de la brigade financière et à notre conseil juridique, et si nécessaire, à la presse. Une onde d'alarme parcourut la pièce. Jonathan se pencha en avant, les deux mains sur la table. Et au cas où quelqu'un penserait encore que c'est du bluff, j'ai envoyé des copies cryptées à 3 cabinets d'avocats indépendants. S'il m'arrive quoi que ce soit, ces informations deviennent publiques. Il se redressa lentement et se tourna vers Corbin. Je voulais croire que cette entreprise pouvait se réformer de l'intérieur. J'ai donné des chances aux gens. Je croyais en la discrétion. Il marqua une pause, puis asséna le coup de grâce, sa voix basse mais cristalline. Mais la vérité n'est pas morte. Je ne suis pas mort, et les preuves non plus. Silence. La pièce, autrefois si sûre d'elle, était maintenant défaite, et l'équilibre du pouvoir venait de basculer. 3 jours plus tard, la conférence de presse au siège d'Hélioscope attira une foule nombreuse. Des caméras étaient alignées le long du mur du fond, des projecteurs brillaient de tous côtés et l'air vibrait d'anticipation. Journalistes, actionnaires et employés remplissaient la salle, certains anxieux, d'autres pleins d'espoir, tous attendant des réponses. Jonathan Royer se tenait à l'avant, calme dans un costume bleu marine, sans cravate. À sa gauche, le conseil juridique de l'entreprise. À sa droite, un écran affichant le logo d'Hélioscope et un mot en gras en dessous, transparence. Il s'approcha du pupitre et balaya la foule du regard. « Merci d'être ici », commença-t-il. « Je parle aujourd'hui non seulement en tant que PDG, mais aussi en tant que personne qui a failli tout perdre parce que j'ai refusé de détourner le regard. » Il laissa le silence s'installer avant de continuer. « Ces dernières semaines, j'ai découvert de graves malversations au sein de l'une de nos branches caritatives. Une fondation destinée à financer des actions médicales a été utilisée pour détourner des millions vers des comptes privés, avec l'approbation de membres de notre propre conseil d'administration. » Un faible murmure parcourut la foule. En utilisant des documents et le soutien d'enquêteurs externes, j'ai remis toutes les preuves aux autorités. Des arrestations ont eu lieu. Hélioscope coopère pleinement. Les téléphones vibrèrent et les journalistes commencèrent à taper, mais Jonathan garda son regard fixe. Ce moment ne concerne pas seulement la corruption. Il concerne le courage. Le choix de la vérité lorsque le silence semble plus sûr. Il fit une pause, puis désigna le bord de la scène. Rien de tout cela n'aurait été possible sans une personne, quelqu'un qui a vu quelque chose de mal et a choisi d'agir. Toutes les têtes se tournèrent alors qu'Aurore Lanvin montait sur scène. Elle portait une simple robe bleu marine. Ses cheveux blonds tombaient en ondulations douces, sa posture était assurée. Bien que nerveuse, elle gardait le menton haut. Le maître de cérémonie prit le micro et sourit. Voici Aurore Lanvin, une serveuse à temps partiel qui a refusé de se taire. Ce faisant, elle a sauvé non seulement la vie de notre PDG, mais aussi l'avenir de cette entreprise. La salle éclata en applaudissements. Aurora hesita. Puis Jonathan lui tendit la main. Elle la prit. Alors qu'ils se tenaient ensemble, les applaudissements redoublèrent d'intensité. Il n'y avait plus de hiérarchie entre eux maintenant, juste un respect mutuel. Puis Jonathan s'avança de nouveau. Depuis le premier rang, il se pencha et souleva doucement une petite silhouette sur la scène. Maya, dans sa robe rose familière, serrant un petit ours en peluche. La salle se tut. Maya cligna des yeux sous les lumières, regardant Jonathan avec de grands yeux.
Il s'agenouilla à côté d'elle et abaissa le micro. « Si nous voulons élever des enfants courageux, honnêtes et gentils, dit-il, nous devons leur montrer à quoi cela ressemble. » Il regarda vers Aurore, puis de nouveau vers la foule. Parfois, il suffit d'une seule voix. Une seule personne qui dit « c'est mal » quand personne d'autre n'ose le faire. Il se releva et plaça doucement la main de Maya dans celle d'Aurore. Les trois se tenaient côte à côte, un trio improbable, uni par la vérité. Et à ce moment-là, les applaudissements reprirent, non pas par politesse, mais par quelque chose de réel. C'était un tonnerre, s'élevant pour remplir chaque coin de la salle. C'étaient des applaudissements pour la vérité, pour le courage, pour la lumière, et pour les gens qui choisissent de voir et de dire ce que les autres ont peur de reconnaître. Cette image, celle de l'homme d'affaires puissant, de la serveuse ordinaire et de l'enfant innocente, est devenue un symbole instantané, une icône de l'intégrité retrouvée. Ce n'était pas seulement la fin d'une crise, c'était la naissance d'une nouvelle philosophie pour Hélioscope, une philosophie où la valeur humaine primait sur le profit à tout prix. Le printemps revint à Paris avec des vents doux et des cerisiers en fleurs, redonnant des couleurs à la ville après un long hiver. La vie chez Hélioscope avait radicalement changé, mais pour le mieux. Dans les semaines qui suivirent la révélation publique, l'entreprise lança des réformes profondes. La direction toxique était partie. La confiance, autrefois brisée, se reconstruisait lentement. Et au centre de tout cela, Jonathan Royer restait. Toujours PDG, mais désormais un autre type de leader. Il ne dirigeait plus depuis des bureaux aux murs de verre. Il parcourait les couloirs. Il écoutait. Il serrait la main des stagiaires et des agents d'entretien de la même manière qu'il le faisait avec les membres du conseil d'administration. Et lorsqu'il avait besoin de se rappeler pourquoi il était resté, il se rendait souvent au bureau des relations avec les employés où Aurore Lanvin travaillait désormais à plein temps. On avait proposé à Aurore des postes prestigieux, mais elle avait choisi celui où elle pouvait faire la plus grande différence, en aidant le personnel débutant, les stagiaires et les travailleurs à temps partiel, des gens comme elle l'avait été, à se sentir vus et entendus. Elle n'était pas seulement douée pour cela. Elle était extraordinaire. Sa capacité à créer du lien, à sentir quand quelqu'un était en difficulté ou avait peur de parler, la rendait indispensable. Jonathan dit un jour à un collègue, « Elle a un radar à empathie, quelque chose qu'on ne peut ni enseigner ni programmer. » Pendant ce temps, Maya s'épanouissait. Grâce à une bourse complète du nouveau fonds de sensibilisation d'Hélioscope, elle fréquentait une prestigieuse école privée. Toujours dans sa robe rose préférée, elle portait un sac à dos couvert d'autocollants et remplissait ses cahiers d'histoire, de récits de héros discrets qui utilisent leur voix, et non des épées. Inspiré par tout ce qui s'était passé, Jonathan fit un autre pas audacieux. Il lança une organisation à but non lucratif dédiée à la protection et à l'autonomisation des lanceurs d'alerte, des personnes qui risquent tout pour dire la vérité. Il l'appela le projet ECHO, et il demanda à Aurore d'en être la cofondatrice. Au début, elle hésita. « Je ne suis pas une meneuse, dit-elle. » Mais Jonathan sourit. « Vous l'êtes déjà. » Il resta au conseil d'administration en tant que conseiller principal tandis qu'Aurore aidait à définir la mission. Ensemble, ils construisirent un réseau de soutien pour les lanceurs d'alerte, offrant une aide juridique, une éducation et, surtout, un endroit pour être entendu. Aurore trouva également une nouvelle voie à travers l'écriture. Un soir, alors que Maya dormait à côté d'elle, elle s'assit devant son ordinateur portable et commença à taper leur histoire. Du champagne renversé à l'avertissement murmuré. De la peur à la vérité, intitula-t-elle son article, la note qui a tout changé. Il devint viral en quelques jours. Des gens du monde entier partagèrent leurs propres histoires dans les commentaires. Des histoires de courage, de regrets et d'espoir. Des histoires de ceux qui avaient parlé et de ceux qui auraient aimé le faire. Aurore ne s'y attendait pas, mais Jonathan n'était pas surpris. La vérité, lui dit-il, a une façon de raisonner. Un après-midi doré, alors que le printemps laissait place à l'été, ils étaient tous les trois assis sur un banc de parc, sous la large ombre d'un érable. Maya était assise entre eux, léchant une glace à la fraise, ses jambes se balançant au rythme d'une brise légère. Aurore portait une robe bleu clair. Ses cheveux blonds, lâchés, captaient la lumière comme des fils d'or. Jonathan était adossé, les mains croisées derrière la tête, regardant le monde passer. Il n'y avait pas de précipitation, juste de la quiétude. Puis Maya leva les yeux et demanda « Penses-tu que tout le monde sera courageux un jour ?» Jonathan se tourna vers elle, puis jeta un regard à Aurore, les coins de sa bouche se soulevant. « Je pense qu'une seule voix courageuse, dit-il, peut aider beaucoup d'autres à trouver la leur. » Et alors que le soleil déclinait, projetant une lumière ambrée sur l'herbe, sa voix résonna doucement, clôturant le chapitre avec des mots désormais gravés dans les cœurs du monde entier. « Ils m'ont dit de me taire. » Mais une jeune femme aux cheveux blonds, avec rien de plus qu'un petit bout de papier,
m'a rappelé que la vérité mérite une voix. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que le courage ne rugit pas toujours, mais qu'il murmure parfois à travers une note pliée, un avertissement silencieux ou une main tenue dans l'obscurité, alors n'oubliez pas de montrer votre soutien. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous aider à continuer de partager des histoires puissantes et sincères comme celle-ci. Abonnez-vous à l'Histoire inspirante et activez les notifications pour ne jamais manquer le prochain récit qui pourrait bien guérir, inspirer ou changer votre cœur. De la part de nous tous ici, merci de croire au pouvoir de la vérité, de la gentillesse et de l'esprit humain. Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants, restez courageux. L'opulence de la salle de bal de l'hôtel Le Bristol était presque écrasante. Aurore Lanvin se sentait comme une intruse, une petite pièce mal assortie dans une machine parfaitement huilée de richesse et de pouvoir. Chaque fois qu'elle passait près d'un groupe d'invités, elle était assaillie par des bribes de conversation. Fusion d'entreprises valant des milliards, vacances à Saint-Barth, plaintes concernant la difficulté de trouver un bon chef privé. C'était un univers si éloigné du sien, un monde où un seul dîner coûtait plus que son loyer mensuel. Elle gardait la tête basse, le sourire professionnel figé sur ses lèvres, mais à l'intérieur, un sentiment de vertige la gagnait. Elle pensait à Maya, assise seule dans le vestiaire du personnel, probablement en train de dessiner dans son carnet pour passer le temps. Cette pensée était son encre, la raison pour laquelle elle endurait les longues heures, les pieds endoloris et l'indifférence polie des clients. Tout était pour Maya. Pour lui offrir une vie meilleure, une vie où elle n'aurait pas à servir le champagne à des gens qui ne la voyaient même pas. C'est en se faufilant vers la cuisine pour remplir son plateau qu'elle passa devant le petit salon privé, adjacent au couloir de service. La porte en bois massif était légèrement entr'ouverte, une fissure de quelques centimètres à peine. Normalement, elle n'y aurait prêté aucune attention, mais une voix, basse et sifflante, traversa le silence relatif du couloir. C'était le ton qui l'arrêta. Non pas la colère explosive, mais une fureur contenue, froide et calculée, qui fit se hérisser les poils sur ses bras. Elle s'immobilisa, cachée dans l'ombre d'une grande plante en pot. « Il a tout », dit la voix. « Le rapport interne, les traces des virements. Il prévoit de tout déballer mardi prochain. » Une autre voix, plus grave, répondit « C'est impossible. Comment a-t-il pu tout trouver si vite ? Nous étions prudents. » Aurore sentit son cœur commencer à battre plus fort. Elle savait qu'elle devrait partir, que ce qu'elle faisait était dangereux, mais elle était clouée sur place. « Sa prudence le perdra », reprit la première voix, et Aurore reconnut le ton mielleux mais tranchant de M. Corbin, le vice-président d'Hélioscope. Elle l'avait servi plus tôt dans la soirée, se souvenant de ses yeux froids qu'il avait balayés sans la voir. Il pense qu'il peut jouer les héros discrets. Mais ce soir, le héros prend sa dernière coupe. Le poison est indétectable, rapide. Une fois qu'il aura bu à son propre succès, tout sera fini. La direction par intérim sera mise en place, et nous finaliserons l'accord avec nos partenaires suisses avant que quiconque ne se pose de questions. Un silence suivit, lourd de sous-entendus. Le mot « poison » résonna dans l'esprit d'Aurore comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas une métaphore. C'était un complot. Un meurtre planifié au milieu de centaines de témoins. Elle sentit la nausée monter. Son plateau tremblait dans ses mains. Elle devait faire quelque chose. Mais quoi ? Aller voir la sécurité ? Il la prendrait pour une folle, une serveuse en quête d'attention. Il la congédierait sur le champ et ne prendrait jamais son avertissement au sérieux. Elle était invisible pour ces gens, et son invisibilité était à la fois sa malédiction et peut-être, sa seule arme. Elle pensa à Jonathan Royer. Elle l'avait vu de loin, sur le podium, l'air si confiant. Mais elle avait aussi remarqué la fatigue dans ses yeux, la même solitude qu'elle ressentait parfois. Il était le centre de cette galaxie dorée, et pourtant il semblait tout aussi seul qu'elle. C'est à ce moment-là que l'idée lui vint. Une idée folle, risquée, mais la seule qu'elle avait. Elle arracha un petit coin de son carnet de commandes, griffonna les quelques mots qui lui vinrent à l'esprit, et se lança dans la foule, son cœur une enclume dans sa poitrine. Chaque pas vers le podium était un effort de volonté. Elle n'était plus une serveuse. Elle était une messagère, portant un avertissement qui pouvait sauver une vie ou détruire la sienne. Alors qu'Aurore et Jonathan descendaient dans l'ascenseur de service, le contraste entre les deux mondes était frappant. En haut, la symphonie de la richesse, les rires et la lumière. En bas, le silence froid du béton, l'odeur de désinfectant et le bourdonnement des machines. C'était le ventre de la bête, la mécanique cachée qui permettait au spectacle de continuer. Pour Aurore, cet endroit était familier, c'était son quotidien. Pour Jonathan, c'était une descente dans une réalité qu'il avait quittée depuis longtemps, mais dont il n'avait jamais oublié les racines. Dans le silence de la cabine, il la regarda attentivement. Il vit la fatigue sous ses yeux,
la force tranquille dans sa posture, le tissu usé de son uniforme. Il voyait en elle un reflet de lui-même, des années auparavant, sous-estimé, invisible, mais animé par une conviction intérieure inébranlable. « Pourquoi » demanda-t-il doucement, sa voix brisant le silence métallique. « Pourquoi prendre un tel risque pour un étranger » Aurore mit un moment à répondre, ses yeux fixés sur les chiffres lumineux qui défilaient au-dessus de la porte. « Parce que ce n'était pas juste, » dit-elle finalement. « Parce que personne ne mérite de mourir pour avoir dit là. » Verité. Et elle hésita. « Parce que j'ai une sœur. Je veux qu'elle grandisse dans un monde où les gens ne détournent pas le regard quand quelque chose de mal se produit. » Sa réponse était simple, dénuée de tout héroïsme calculé. C'était la vérité, pure et simple. Jonathan sentit quelque chose se dénouer en lui, une tension qu'il portait depuis des années sans même s'en rendre compte. Il avait passé sa vie à construire des murs, à se protéger, à calculer chaque mouvement. Mais cette jeune femme, avec son courage instinctif, venait de percer ses défenses. Quand ils arrivèrent dans la réserve, l'urgence de la situation reprit le dessus. Pendant qu'elle lui racontait les détails de la conversation qu'elle avait surprise, il analysait chaque mot, chaque inflexion. Le rapport interne, les partenaires suisses, le poison indétectable. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait avec une clarté terrifiante. Il comprit alors pourquoi Corbin avait été si pressé de programmer cette célébration de l'introduction en bourse. Ce n'était pas une fête. C'était une exécution publique déguisée en triomphe. L'ironie était cruelle. Il prévoyait de le tuer avec le champagne même qui devait symboliser son plus grand succès. Ce rapport, dit Jonathan en faisant les 100 pas, contient les preuves d'un système de blanchiment d'argent sophistiqué. La fondation caritative n'était qu'une façade. Corbin et ses complices utilisaient l'argent destiné à la recherche pour financer des opérations illégales et s'enrichir personnellement. Ils ont signé des contrats préliminaires avec un consortium d'investissement suisse connu pour ses pratiques douteuses. Si je présentais ce rapport, ce n'était pas seulement Hélioscope qui tombait, mais tout un réseau criminel international. Il s'arrêta et la regarda. Il ne voulait pas seulement me faire taire. Il voulait m'effacer, pour que leur accord puisse se conclure sans accroc. Votre note n'a pas seulement sauvé ma vie. Elle a potentiellement mis un terme à des années de criminalité en col blanc. Aurore était abasourdie par l'ampleur de la conspiration. Ce qui avait commencé par une conversation surprise dans un couloir s'était transformé en une affaire aux ramifications mondiales. Elle se sentit petite et dépassée, mais le regard de Jonathan, intense et reconnaissant, lui donna une force nouvelle. « Nous devons récupérer Maya, » dit-elle, sa voix plus ferme maintenant. « Elle est la seule chose qui compte. » Jonathan hocha la tête. Absolument. Et ensuite, nous devons disparaître avant qu'ils ne réalisent que leur plan a échoué et qu'ils commencent à chercher des réponses. Et la première personne qu'ils chercheront, ce sera vous. La gravité de ces dernières paroles la frappa de plein fouet. Elle n'était plus une simple spectatrice. Elle était une cible. Le trajet dans la ruelle froide derrière le Bristol pour retrouver Maya fut le plus long de la vie d'Aurore. Chaque ombre semblait cacher une menace. Chaque bruit lointain sonnait comme des pas qui s'approchaient. Jonathan marchait légèrement devant elle, un bouclier silencieux, son corps tendu et alerte. Il avait retiré son nœud papillon et ouvert le col de sa chemise, passant du PDG impeccable au fugitif en quelques secondes. Quand Maya courut dans ses bras, Aurore la serra si fort qu'elle la sentit à peine respirer. C'était un contact physique avec la réalité, avec tout ce qu'elle avait à perdre. Le geste de Jonathan, offrant sa veste de smoking à la petite fille, fut d'une tendresse inattendue. Il n'y avait aucune condescendance dans son acte, seulement une chaleur et une protection pure. Maya, qui était généralement timide avec les étrangers, sembla le sentir. Elle le regarda avec ses grands yeux curieux, puis se blottit dans le tissu coûteux sans la moindre hésitation. L'arrivée de Marc Dubois fut rapide et discrète. Un SUV noir sans signe distinctif se glissa dans la ruelle, ses phares éteints. Marc sortit du véhicule, un homme d'une quarantaine d'années à la carrure solide et au regard qui ne manquait rien. Il n'y eut pas de salutations effusives. Juste un hochement de tête entre les deux hommes, une compréhension qui transcendait les mots. « Des problèmes ?» fut la seule question de Marc. « Plus que tu ne peux l'imaginer », répondit Jonathan en faisant monter Aurore et Maya à l'arrière. « Je t'expliquerai en route. Pour l'instant, sors-nous d'ici. » L'appartement de Jonathan dans le Marais était son sanctuaire, un lieu que presque personne ne connaissait. Ce n'était pas une adresse officielle, mais un bien hérité d'un mentor de ses débuts, un vieil homme qui lui avait appris à naviguer dans le monde des affaires sans perdre son âme. C'était là qu'il se retirait quand le poids du monde d'Hélioscope devenait trop lourd. Une fois Maya endormie dans la chambre d'amis, l'atmosphère dans le salon devint celle d'une salle de crise.
Marc avait sorti de son sac un équipement de contre-surveillance et balayait l'appartement pour s'assurer qu'il était propre. Pendant ce temps, Jonathan étalait les documents sur la table basse, expliquant la situation à Marc avec une précision clinique. Aurore, assise sur le bord du canapé en cuir, les écoutait. Elle était entrée dans un monde dont elle ignorait l'existence, un monde d'espionnage, de trahison et de danger mortel. Marc termina son balayage et se tourna vers eux. L'endroit est sûr. Maintenant, parlons stratégie. Ils savent que tu as quitté la soirée, Jonathan. Mais ils ne savent pas pourquoi, ni si tu es seul. Ils vont supposer que tu as eu un malaise, ou que tu as été prévenu. Ils vont vérifier les caméras de sécurité de l'hôtel. Aurore n'apparaît sur aucune caméra principale avec moi, intervint Jonathan. Nous sommes passés par les zones de service. Mais ils la chercheront. La serveuse maladroite. C'est notre seul maillon faible. Marc regarda Aurore, non pas avec pitié, mais avec le respect d'un professionnel. Elle n'est pas un maillon faible, dit-il. Elle est notre atout inattendu. Personne ne la connaît. Personne ne la prendra au sérieux au début. C'est notre avantage. Nous devons l'utiliser. Il se tourna vers Jonathan. Tu ne peux pas simplement disparaître. Ce serait admettre ta défaite. Tu dois contre-attaquer, et vite. Nous devons les prendre par surprise, les exposer avant qu'ils n'aient le temps de consolider leur histoire et de faire de toi le méchant. C'est exactement ce que je comptais faire, dit Jonathan, un éclat d'acier dans les yeux. Et pour cela, j'aurai besoin de vous deux. Aurore, votre courage nous a menés jusqu'ici. J'ai besoin de vous demander d'être courageuse une fois de plus. Le plan qu'ils élaborèrent cette nuit-là était audacieux et risqué. Il reposait sur la surprise, la technologie et une confiance absolue les uns envers les autres. Aurore, la serveuse invisible, allait devenir leurs yeux et leurs oreilles au cœur même du camp ennemi. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon d'activités clandestines. L'appartement de Jonathan devint un quartier général secret. Marc transforma le salon en un centre de commandement miniature, avec des ordinateurs portables, des dispositifs d'écoute et des plans de l'immeuble d'hélioscope. Pendant ce temps, Jonathan passait des heures au téléphone, utilisant des lignes sécurisées pour contacter les quelques personnes en qui il avait encore une confiance absolue. Une avocate spécialisée dans la fraude d'entreprise qui lui devait une faveur, et un ancien chef de la sécurité d'hélioscope qu'il avait personnellement engagé des années auparavant et qui avait été contraint de démissionner par Corbin. Pendant que les deux hommes élaboraient la stratégie, Aurore s'occupait de Maya, essayant de maintenir un semblant de normalité pour la petite fille. Elle dessinait, lisait des histoires et construisait des forts avec les coussins du canapé. Ces moments de jeu innocents contrastaient étrangement avec la tension palpable qui régnait dans l'appartement. Mais même dans ces moments, l'esprit d'Aurore travaillait. Elle observait Jonathan et Marc, absorbant les informations, comprenant la complexité de l'opération. Elle n'était plus la victime effrayée de la ruelle. Une détermination froide s'était installée en elle. Elle était impliquée, et elle irait jusqu'au bout. Le soir précédant la réunion du conseil, Jonathan la prit à part. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » lui dit-il, sa voix sincère. « Marc peut trouver un autre moyen. Je peux vous faire sortir du pays, vous et Maya, jusqu'à ce que tout soit terminé. » Aurore secoua la tête. « Ils ont essayé de vous tuer. Ils volent de l'argent destiné à des gens malades. Si je peux faire quelque chose pour les arrêter, je le ferai. Et puis, elle regarda vers la chambre où Maya dormait, je ne veux pas passer le reste de ma vie à fuir. Je veux que ma sœur voie que parfois, il faut se battre. » Le respect dans le regard de Jonathan s'approfondit. Il lui tendit un petit objet, pas plus grand qu'un bouton. C'est un émetteur audio. Marc a réussi à pirater le système de ventilation de la salle de réunion. Nous entendrons tout. Votre rôle est simple mais crucial. Vous entrez, vous servez le café, et vous placez ce plateau sur la crédence, directement sous la grille de ventilation. Cela amplifiera le signal. Ensuite, quand vous entendrez Marc vous donner le signal via cette oreillette, il lui montrera un dispositif presque invisible. Vous reculerez simplement vers la porte. C'est tout. Le reste, c'est moi qui m'en occupe. Le lendemain matin, Aurore enfila l'uniforme de traiteur que Marc lui avait procuré. Il était identique à celui de l'hôtel, mais il lui semblait différent. Ce n'était plus un symbole de service, mais une armure, un déguisement. En se regardant dans le miroir, elle vit une femme qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Plus forte, plus déterminée. La peur était toujours là, un nœud froid dans son estomac, mais elle était recouverte d'une couche de résolution glaciale. Marc la conduisit jusqu'à un point de dépose près du quartier de la Défense. « Rappelez-vous, » lui dit-il avant qu'elle ne sorte, « vous êtes invisible pour eux. Utilisez ça. Personne ne regarde vraiment le personnel.
Restez calme, respirez. Nous sommes avec vous à chaque seconde. En marchant vers l'imposante tour de verre d'hélioscope, Aurore sentit des centaines de regards se poser sur elle, même si elle savait que c'était son imagination. Elle entra par l'entrée de service, son faux badge d'employé lui donnant accès. Chaque pas dans les couloirs de l'entreprise était calculé. Elle se sentait comme une actrice montant sur scène pour le rôle de sa vie. Quand elle poussa le chariot de café dans la salle de réunion, son cœur battait si fort qu'elle craignait que le micro ne le capte. Elle vit Corbin, Arlondan et les autres, leurs visages suffisants et arrogants. Ils ne lui accordèrent pas un regard. Elle était un meuble, un fantôme. Elle servit le café, ses mains étonnamment stables. Elle plaça le plateau exactement là où Marc le lui avait dit. Et puis, elle attendit, se tenant discrètement dans un coin, le cœur au bord des lèvres, attendant le début du spectacle. Le moment où Jonathan entra dans la salle de réunion fut cinématographique. Le silence qui tomba fut si absolu qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette épaisse. Les visages des membres du conseil passèrent de l'arrogance à la confusion, puis à une peur non dissimulée. La pâleur de Corbin était spectaculaire, comme si tout le sang avait quitté son visage. Jonathan savoura cet instant, non par cruauté, mais parce que c'était la première fissure dans leur armure de certitude. Il se déplaça avec une lenteur délibérée, chaque pas étant un coup de marteau sur le cercueil de leur complot. Il ne se contenta pas de présenter le dossier. Il le fit avec une précision chirurgicale, un récit captivant de leur trahison. Il ne se contenta pas de mentionner les preuves. Il projeta des extraits de relevés bancaires sur le grand écran de la salle, des flèches rouges traçant le flux de l'argent volé depuis la fondation caritative jusqu'à des comptes numérotés aux îles Caïmans. Compte 74B, appartenant à une société écran nommée Veridia Holdings, dit Jonathan d'une voix calme, tandis que les chiffres s'affichaient à la vue de tous. Société enregistrée par un certain Arlondan. Une coïncidence, Arlon? Dan devint livide et se mit à bafouiller des dénégations. Jonathan l'ignora et passa au suivant. Et ses contrats avec le consortium suisse? Fascinant. Surtout la clause 12, qui stipule que la totalité du contrôle de la propriété intellectuelle d'Hélioscope leur est transférée en cas de changement imprévu de direction. Un changement comme, par exemple, la mort soudaine du PDG? Il se tourna vers Corbin, dont le visage était maintenant une toile de sueur froide. Vous ne vouliez pas seulement voler l'entreprise, Corbin. Vous vouliez la vendre à la découpe, la vider de sa substance pour quelques millions de plus sur vos comptes déjà bien garnis. Vous alliez détruire l'œuvre de centaines de personnes, l'avenir de milliers d'employés, pour votre propre cupidité. Corbin tenta de se ressaisir. C'est absurde. Des accusations sans fondement. Vous n'avez aucune preuve tangible. C'est alors que Jonathan joua sa carte maîtresse. Il appuya sur un bouton de sa télécommande, et la voix de Corbin emplit la salle, enregistrée 2 nuits plus tôt. Le poison est indétectable, rapide. Une fois qu'il aura bu à son propre succès, tout sera fini. Le silence qui suivit fut encore plus profond que le premier. C'était le son d'un monde qui s'effondre. Aurore, qui se tenait près de la porte, sentit un frisson la parcourir. Entendre ces mots à nouveau, dans ce contexte, était terrifiant et étrangement satisfaisant. C'était la vérité, brute et irréfutable. Jonathan laissa l'enregistrement se poursuivre quelques secondes de plus, puis le coupa. « Des questions » demanda-t-il simplement. Personne ne parla. Les autres membres du conseil, ceux qui n'étaient pas directement impliqués mais qui avaient fermé les yeux, regardaient maintenant Corbin avec un mélange de peur et de dégoût. Ils comprenaient qu'ils étaient sur un navire en train de couler. C'est à ce moment-là que les portes arrière de la salle s'ouvrirent. L'ancienne chef de la sécurité de Jonathan, accompagnée de 2 officiers de la police judiciaire, entra dans la pièce. « Monsieur Corbin, monsieur Dan, dit-elle d'une voix ferme, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude, détournement de fonds et complot en vue de commettre un meurtre. » Alors que les menottes cliquetaient autour des poignets de Corbin, son regard croisa celui de Jonathan. Il n'y avait plus d'arrogance, seulement une haine pure et défaite. Le regard de Jonathan, en revanche, n'était pas triomphant. Il était simplement las. Il avait gagné, mais la bataille avait laissé des cicatrices. Alors que la police emmenait les coupables, son regard chercha Aurore. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce. Un simple hochement de tête passa entre eux. Une reconnaissance silencieuse de tout ce qu'ils avaient traversé. La guerre était finie. La reconstruction pouvait commencer. La conférence de presse fut un exercice de communication de crise magistrale, mais c'était bien plus que cela. Pour Jonathan, c'était une déclaration publique de la nouvelle ère d'Hélioscope. Il ne s'agissait pas de sauver la face ou le cours de l'action, il s'agissait de redéfinir l'âme même de l'entreprise. En se tenant au pupitre,
Il sentait le poids de chaque mot. Il aurait pu minimiser le scandale, le présenter comme l'œuvre de quelques individus isolés. C'est ce que n'importe quel consultant en relations publiques lui aurait conseillé. Mais il choisit la transparence radicale. Il détailla l'ampleur de la fraude, n'omettant aucun détail sordide. Il admit sa propre erreur, avoir fait trop confiance, ne pas avoir vu les signaux d'alarme plus tôt. Cette vulnérabilité, venant d'un homme au sommet de son pouvoir, désarma la foule de journalistes habituellement cyniques. Mais le véritable tournant de la conférence fut lorsqu'il invita Aurore sur scène. C'était un geste inouï. Il ne se contenta pas de la remercier. Il la présenta comme l'héroïne de l'histoire, la boussole morale qui avait réorienté l'entreprise. En la faisant monter sur scène, il envoyait un message puissant à tous ses employés et au monde entier. Chaque voix compte, quel que soit le rang ou le statut. Le courage n'est pas l'apanage des PDG. Il peut se trouver chez une serveuse, un stagiaire, un agent d'entretien. Pour Aurore, monter sur cette scène était plus terrifiant que d'entrer dans la salle de réunion. Les flashs des appareils photo l'aveuglaient, le murmure de la foule était un rugissement dans ses oreilles. Mais quand Jonathan lui prit la main, un sentiment de calme s'installa en elle. Sa prise était ferme, rassurante. Ce n'était pas le contact condescendant d'un patron, mais celui d'un partenaire, d'un égal. Et puis, il y eut le moment où Maya monta sur scène. Ce n'était pas prévu. Maya, qui regardait depuis les coulisses avec Marc, avait vu sa sœur sur scène et avait simplement voulu la rejoindre. Jonathan, voyant son mouvement, improvisa. En la soulevant dans ses bras et en parlant d'élever des enfants courageux, il transforma un événement d'entreprise en un moment profondément humain. La présence de Maya, dans sa robe rose, symbole de pureté et d'innocence au milieu de ce monde adulte de corruption et de rédemption, toucha une corde sensible chez tous les présents. Elle était la raison pour laquelle tout cela importait. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de pouvoir. C'était une question de l'avenir que l'on construit pour la prochaine génération. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Ils n'étaient pas pour Hélioscope Technologies. Ils étaient pour Aurore, pour Jonathan, pour Maya. Ils étaient pour l'idée que le bien pouvait triompher, que la vérité avait un pouvoir et que l'intégrité n'était pas une faiblesse. Dans les jours qui suivirent, l'histoire fit le tour du monde. La serveuse et le PDG devint un récit moderne de David contre Goliath. Mais pour Jonathan et Aurore, loin des caméras, la réalité était plus complexe. Ils devaient maintenant naviguer dans les conséquences de leurs actions. Jonathan dut faire face à un conseil d'administration décimé, à des actionnaires paniqués et à une enquête fédérale en cours. Il travaillait 20 heures par jour, non seulement pour sauver l'entreprise, mais pour la transformer en ce qu'elle aurait toujours dû être. Aurore, quant à elle, fut submergée d'offres d'emploi, de contrats pour des livres, d'invitations à des émissions de télévision. C'était une attention à laquelle elle n'était pas préparée. Elle refusa tout. Tout ce qu'elle voulait, c'était retrouver une vie normale pour elle et Maya. C'est Jonathan qui lui proposa une autre voie. « Ne retournez pas à une vie normale », lui dit-il un soir, alors qu'il partageait une pizza dans son appartement, Maya dormant à proximité. « Vous avez changé les choses. Continuez à les changer. Venez travailler chez Hélioscope. Pas pour moi, mais pour les gens comme vous. Créez un département qui s'assurera que chaque employé, du plus haut au plus bas, se sent écouté et protégé. » C'était une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Ce n'était pas un poste de charité, c'était une mission. L'intégration d'Aurore chez Hélioscope ne fut pas sans défi. Certains cadres de longue date la voyaient avec méfiance, la considérant comme une anomalie, une protégée du PDG qui n'avait pas sa place dans leur monde. Ils la traitaient avec une politesse glaciale, s'attendant à ce qu'elle échoue. Mais Aurore n'était pas là pour se faire des amis dans les hautes sphères. Elle passait son temps dans les étages inférieurs, dans la cafétéria, dans les entrepôts. Elle parlait aux assistants, aux techniciens de maintenance, aux agents de sécurité. Elle écoutait leurs frustrations, leurs idées, leurs craintes. Elle se souvenait de ce que c'était que d'être invisible, et elle était déterminée à ce que personne d'autre chez Hélioscope ne ressente cela. Elle mit en place un programme de « boîte à idées » anonyme qui généra des centaines de suggestions pour améliorer l'entreprise, dont beaucoup furent mises en œuvre. Elle créa un fonds d'urgence pour les employés en difficulté financière. Elle instaura une politique de « porte ouverte » où n'importe qui pouvait venir lui parler, sans crainte de représailles. Lentement mais sûrement, la culture de l'entreprise commença à changer. La méfiance fit place à la confiance. Le silence fut remplacé par le dialogue. Aurore n'était pas une experte en ressources humaines. Elle était une experte en humanité, et c'est ce dont Hélioscope avait le plus besoin. Jonathan observait sa transformation avec une profonde admiration. Il voyait en elle une leader naturelle, une personne dont l'autorité ne venait pas d'un titre, mais d'une empathie et d'une intégrité authentique.
Leur relation professionnelle se mua en une amitié profonde. Ils déjeunaient souvent ensemble, non pas dans des restaurants chics, mais dans la cafétéria de l'entreprise. Ils parlaient de tout, de la stratégie de l'entreprise, des derniers dessins de Maya, de leurs passés respectifs. Jonathan lui parla de son enfance à l'orphelinat, de son sentiment constant de devoir prouver sa valeur. Aurore lui parla de la difficulté d'élever une sœur seule, du poids constant de la responsabilité. Ils étaient deux âmes solitaires qui avaient trouvé en l'autre un confident, un miroir de leur propre force et vulnérabilité. C'est au cours d'une de ces conversations que l'idée du projet Echo naquit. Nous avons aidé Hélioscope, dit Aurore, mais combien de Corbin y a-t-il dans d'autres entreprises? Combien de personnes voient des choses répréhensibles mais ont trop peur pour parler? Jonathan la regarda, une lueur d'excitation dans les yeux. Vous avez raison. Nous avons une plateforme, maintenant. Nous avons une histoire. Nous pouvons l'utiliser pour aider les autres. Le projet Echo devint leur passion commune. Jonathan fournit le financement initial et son expertise stratégique. Aurore apporta sa vision, son empathie et sa compréhension des obstacles auxquels les lanceurs d'alerte sont confrontés. Ils rassemblèrent une petite équipe, dont Marc Dubois, qui quitta son agence de détective pour devenir leur chef de la sécurité et des enquêtes. Leur mission était simple, fournir un soutien juridique, financier et psychologique à toute personne ayant le courage de dénoncer la corruption. L'article de blog d'Aurore fut le lancement non officiel du projet. Elle l'écrivit en une seule nuit, les mots coulant d'elle comme un torrent. Ce n'était pas seulement un récit des événements, c'était une méditation sur le courage, la peur et le pouvoir d'une seule voix. La réponse fut phénoménale. Des milliers de personnes la contactèrent, non seulement pour partager leurs propres histoires, mais aussi pour offrir leur aide. Le projet Echo n'était plus seulement leur idée, c'était devenu un mouvement. La scène dans le parc n'était pas une fin, mais un commencement. Assis sur ce banc, sous le soleil de fin d'après-midi, Jonathan, Aurore et Maya formaient une famille. Pas une famille traditionnelle, liée par le sang, mais une famille forgée dans l'adversité, unie par des valeurs communes de vérité et de courage. La question de Maya, penses-tu que tout le monde sera courageux un jour, était d'une simplicité enfantine, mais elle touchait au cœur de tout ce qu'ils avaient accompli. Jonathan regarda Aurore avant de répondre. Il vit la femme qu'elle était devenue, confiante, sereine, une force tranquille qui avait changé sa vie et celle de tant d'autres. Son affection pour elle était devenue quelque chose de plus profond, un amour calme et stable qui n'avait pas besoin de grandes déclarations. C'était dans la façon dont il la regardait, dans la facilité de leur silence, dans la manière dont ils anticipaient les pensées de l'autre. « Je ne sais pas si tout le monde peut être courageux tout le temps, » répondit-il finalement à Maya, sa voix douce. « Mais je sais qu'une personne courageuse peut en inspirer beaucoup d'autres. C'est comme jeter un caillou dans un lac. La première ondulation est petite, mais elle s'étend de plus en plus loin, touchant tout sur son passage. Ta sœur a été ce caillou, ma chérie. » Maya sourit, semblant comprendre l'essence de ces mots. Elle posa sa tête sur l'épaule d'Aurore, sa glace à la fraise oubliée. Le soleil couchant peignait le ciel de teintes oranges et violettes. Un moment de paix parfaite. Plus tard dans la soirée, après avoir couché Maya, Jonathan et Aurore se retrouvèrent sur le petit balcon de l'appartement d'Aurore. Ils avaient déménagé dans un logement plus grand, plus lumineux, mais elle avait insisté pour qu'il reste modeste. Elle ne voulait jamais oublier d'où elle venait. Ils regardaient les lumières de Paris s'allumer, un océan de possibilités scintillantes. « Tu sais, » dit Jonathan en se tournant vers elle, « avant de te rencontrer, j'avais tout ce que je pensais vouloir. Le succès, l'argent, le pouvoir. Mais je n'avais rien de ce qui comptait vraiment. J'étais dans une forteresse dorée que j'avais construite moi-même, et j'étais seul. » Il prit sa main. « Tu as fait tomber les murs, Aurore. Toi et Maya. Vous m'avez rappelé ce que c'est que de se sentir humain. » Aurore sentit les larmes lui monter aux yeux. « Toi aussi, tu as changé ma vie. Tu as vu quelque chose en moi que je ne savais pas que j'avais. Tu m'as donné une voix. » Ils restèrent là, main dans la main, regardant la ville s'éveiller à la nuit. Leur histoire n'était pas un conte de fées. C'était une histoire de survie, de résilience et de la capacité extraordinaire de deux personnes ordinaires à faire quelque chose d'extraordinaire. Le chemin à parcourir serait encore long, rempli de défis pour Hélioscope et pour le projet Echo. Mais pour la première fois de leur vie, ils n'étaient pas seuls pour y faire face. Ils savaient l'un l'autre. Et c'était la plus grande force de toutes. Le final de l'histoire n'est pas dans les applaudissements ou les gros titres. Il est dans ce moment calme, dans la promesse silencieuse d'un avenir partagé, construit non pas sur la richesse ou le statut, mais sur une fondation inébranlable de confiance, de respect et d'amour. C'est un rappel que les plus grands triomphes ne sont pas ceux que le monde voit, mais ceux qui se produisent dans le silence du cœur humain.
Le succès initial du projet ECHO dépassa toutes leurs attentes. Les dons affluèrent, non seulement de la part de philanthropes, mais aussi de citoyens ordinaires touchés par leur histoire. Des avocats proposèrent leurs services pro bono, des psychologues offrirent des séances de thérapie gratuites, et des journalistes d'investigation collaborèrent avec eux pour vérifier et amplifier les histoires des lanceurs d'alerte. Leur premier cas majeur fut celui d'un infirmier dans un hôpital public qui avait découvert que l'établissement facturait à l'assurance maladie des procédures médicales qui n'avaient jamais eu lieu. Il avait essayé de signaler la fraude en interne, mais avait été menacé de licenciement. Effrayé et isolé, il contacta le projet ECHO. Marc Dubois mena une enquête discrète, confirmant les allégations de l'infirmier avec des preuves irréfutables. L'équipe juridique du projet prépara un dossier solide, et Jonathan utilisa ses contacts pour s'assurer que l'affaire soit prise au sérieux par les autorités compétentes. Aurore, quant à elle, passa des heures au téléphone avec l'infirmier, lui offrant un soutien émotionnel, le rassurant, lui rappelant qu'il n'était pas seul. Quand l'histoire éclata dans les médias, le projet ECHO protégea l'anonymat de l'infirmier tout en s'assurant que la vérité soit révélée. Le scandale entraîna la démission de l'ensemble de la direction de l'hôpital et une réforme des pratiques de facturation à l'échelle nationale. Pour Aurore et Jonathan, ce fut une validation de leur mission. Ils avaient créé un système capable de protéger les courageux et de tenir les corrompus pour responsables. Pendant ce temps, chez Hélioscope, la méthode Aurore continuait de porter ses fruits. L'entreprise, autrefois connue pour sa culture d'entreprise impitoyable, était désormais citée en exemple pour son environnement de travail positif et sa transparence. La productivité et l'innovation augmentèrent, non pas parce que les gens travaillaient plus dur, mais parce qu'ils se sentaient valorisés et en sécurité. Jonathan, libéré du fardeau de devoir constamment se méfier de ses propres collaborateurs, pouvait se concentrer sur ce qu'il faisait de mieux, innover. Sous sa nouvelle direction, Hélioscope lança une initiative révolutionnaire pour développer des technologies d'assistance abordables pour les personnes handicapées, un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps mais qu'il n'avait jamais pu concrétiser sous l'ancienne direction axée sur le profit. Maya grandissait, elle aussi. Elle n'était plus la petite fille timide de la ruelle. L'école privée, les nouvelles expériences et surtout, l'environnement stable et aimant que lui offraient Aurore et Jonathan, l'avaient transformée en une jeune fille vive, curieuse et incroyablement perspicace. Elle considérait Jonathan comme une figure paternelle, l'appelant « John » et lui racontant ses journées avec un enthousiasme débordant. Pour un homme qui n'avait jamais eu de famille, ce lien était un cadeau inestimable. Il assistait à ses spectacles d'école, l'aidait avec ses devoirs de mathématiques, et ils partageaient une passion commune pour la construction de modèles réduits de vaisseaux spatiaux. Leur petite unité de 3 personnes était devenue le centre de leurs univers respectifs. Ils passaient les week-ends ensemble, explorant Paris, visitant des musées ou simplement se prélassant dans le parc. C'étaient des moments de normalité précieuse, des moments qui les rechargeaient pour les batailles qu'ils menaient pendant la semaine. La relation entre Jonathan et Aurore s'était épanouie dans une évidence tranquille. Il n'y eut pas de grandes déclarations dramatiques, mais une reconnaissance progressive et mutuelle qu'ils étaient faits pour être ensemble. Un soir, alors qu'ils rangeaient la cuisine après le dîner, leurs mains se frôlèrent au-dessus de l'évier. Le contact fut électrique, mais familier. Jonathan arrêta ce qu'il faisait et la regarda simplement. Aurore soutint son regard, un léger sourire sur les lèvres. Il n'y avait pas besoin de mots. Il se pencha et l'embrassa, un baiser doux, tendre, qui était à la fois une question et une réponse. C'était la confirmation de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. 1 an après la fameuse soirée au Bristol, Jonathan organisa un événement très différent. Il ne se déroula pas dans une salle de bal opulente, mais dans les jardins luxuriants du parc de Bagatelle. Il n'y avait pas de magnats des affaires ni de médias, seulement les employés d'Hélioscope et leurs familles. C'était un pique-nique d'entreprise, une célébration de leur nouvelle culture. Des enfants couraient sur l'herbe, de la musique jouait doucement, et l'atmosphère était détendue et joyeuse. Jonathan, en jean et chemise, se mêlait à la foule, non pas en tant que PDG, mais en tant que collègue. Il retournait des hamburgers sur le grill, discutait avec les familles et participait à une partie de football improvisée. Aurore était à ses côtés, rayonnante. Elle portait une simple robe d'été et ses cheveux étaient lâchés. Elle tenait un stand de « confession de courage » où les employés pouvaient partager anonymement des histoires où ils avaient fait preuve de courage au travail ou dans leur vie personnelle. Les petites notes étaient ensuite accrochées à un « arbre du courage ». C'était un symbole puissant de la transformation de l'entreprise. Plus tard dans l'après-midi, Jonathan monta sur une petite estrade. Il tapa sur le micro pour attirer l'attention. « Je ne vais pas faire un long discours », commença-t-il en souriant. « Je veux juste vous remercier tous. Il y a 1 an, cette entreprise était au bord du gouffre, non pas financièrement, mais moralement. Aujourd'hui, en vous regardant tous,
je vois une communauté. Je vois de l'intégrité, de la passion et de la gentillesse. C'est vous qui avez reconstruit Hélioscope. Il fit une pause et son regard chercha Aurore dans la foule. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant. Je pense qu'il faut aussi un village pour guérir une entreprise. Et tout a commencé avec une seule personne qui a refusé de se taire. Une personne qui nous a rappelé que la vraie force ne réside pas dans le pouvoir que l'on détient, mais dans le courage que l'on montre. Les employés applaudirent chaleureusement, sachant exactement de qui ils parlaient. Aurore sentit ses joues rougir, mais elle sourit, touchée. Après le discours, alors que le soleil commençait à se coucher, Jonathan la rejoignit près de l'étang au nénuphar. Maya était à proximité, essayant d'apprendre à faire des ricochets avec Marc Dubois, qui s'avérait être un professeur étonnamment patient. C'était un beau discours, dit Aurore. Je le pensais sincèrement, répondit Jonathan. Il prit ses mains dans les siennes. Aurore, il y a 1 an, tu m'as glissé une note qui a sauvé ma vie. Ce soir, je veux te poser une question qui, je l'espère, changera la mienne. Il mit un genou à terre, sous le ciel teinté de rose. Il sortit une petite boîte de sa poche. Aurore haleta, ses mains se portant à sa bouche. Je ne suis pas doué pour les grands gestes romantiques, dit-il, sa voix légèrement tremblante. Mais je sais ceci, ma vie a commencé le jour où je t'ai rencontré. Tu es ma boussole, mon ancre, mon courage. Aurore Lanvin, veux-tu continuer à changer ma vie pour toujours? Veux-tu m'épouser? Les larmes coulaient librement sur les joues d'Aurore alors qu'elle hochait la tête, incapable de parler. Oui, murmura-t-elle finalement. Oui, bien sûr que oui. Il lui passa la bague au doigt, un simple anneau orné d'un saphir de la couleur de ses yeux. C'était parfait. Au loin, Maya et Marc applaudissaient. Ce n'était pas un conte de fées avec un prince et une princesse. C'était une histoire bien réelle, sur 2 personnes qui s'étaient sauvées mutuellement et qui avaient trouvé, contre toute attente, un bonheur qu'elles n'avaient jamais cru possible. La vie après les fiançailles s'installa dans un rythme heureux et productif. La nouvelle de leur mariage imminent fut accueillie avec une joie immense par leurs amis, leurs collègues et même le public, qui avaient suivi leur histoire avec fascination. Ils devinrent un symbole d'espoir, la preuve vivante que l'amour et l'intégrité pouvaient naître des circonstances les plus sombres. Ils décidèrent d'un mariage simple et intime, loin des fastes que l'on aurait pu attendre d'un PDG milliardaire. La cérémonie eut lieu dans le même parc où ils l'avaient demandé en mariage, entourés seulement de leur famille et de leurs amis les plus proches. Maya, dans une robe bleu pâle assortie à la bague de fiançailles de sa sœur, était la demoiselle d'honneur, portant fièrement les alliances sur un coussin de satin. Marc Dubois était le témoin de Jonathan. Les vœux qu'ils échangèrent ne furent pas des promesses grandiloquentes, mais des affirmations sincères de leur réalité commune. « Tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces, » dit Jonathan, sa voix chargée d'émotion. « Tu es la vérité que je cherchais sans même le savoir. » Aurore, les larmes aux yeux, lui répondit « Tu as vu la lumière en moi quand je ne voyais que l'ombre. Tu as cru en ma voix quand elle n'était qu'un murmure. Je promets d'être ton allié, ton refuge et ta partenaire dans toutes les batailles et toutes les joies à venir. » Le mariage ne changea pas fondamentalement leur dynamique, mais il la solidifia, lui donnant une permanence et une profondeur nouvelles. Jonathan adopta officiellement Maya, lui donnant le nom de famille et la stabilité qu'elle n'avait jamais eue. Pour Maya, ce fut le plus beau des cadeaux. Elle avait maintenant une famille complète, une sœur qu'elle adorait et un père qui lui apprenait à viser les étoiles. Sur le plan professionnel, leur partenariat s'épanouit également. Avec le soutien total de Jonathan, Aurore étendit le département des relations avec les employés d'Hélioscope, le transformant en un « département de la culture et du courage », un modèle qui commença à être imité par d'autres entreprises de la Silicon Valley et d'ailleurs. Le projet ECHO continua de croître en influence et en portée. Ils ouvrirent des bureaux dans plusieurs pays, créant un réseau mondial de soutien pour les lanceurs d'alerte. Aurore devint la voix publique du projet, témoignant devant des commissions parlementaires, donnant des conférences dans des universités et inspirant une nouvelle génération à ne pas avoir peur de dénoncer l'injustice. Jonathan resta plus en retrait, utilisant son sens stratégique et ses ressources pour soutenir le projet en coulisses. Il trouvait une immense satisfaction à voir Aurore s'épanouir dans ce rôle, la regardant avec la fierté d'un mari et le respect d'un cofondateur. Ils n'oublièrent jamais d'où ils venaient. Ils retournaient souvent à l'orphelinat où Jonathan avait grandi, non pas en tant que bienfaiteur riche, mais en tant que mentor, passant du temps avec les enfants, leur montrant par leur propre exemple que les circonstances de votre naissance ne déterminent pas la portée de vos rêves. Ils créèrent également une fondation au nom des parents d'Aurore et Maya, offrant des bourses d'études aux enfants issus de familles monoparentales. C'était leur façon d'honorer le passé tout en construisant l'avenir. Leur vie n'était pas exempte de défis. Le monde des affaires restait complexe,
et le travail du projet Echo leur valut de puissants ennemis. Mais ils affrontaient chaque obstacle ensemble, leur lien étant leur bouclier le plus solide. Quelques années plus tard, par un après-midi d'automne ensoleillé, la famille Royer retourna sur le banc du parc qui avait été le témoin de tant de moments cruciaux de leur vie. Jonathan et Aurore regardaient Maya, maintenant une préadolescente pleine de vie, jouer au loin avec un groupe d'amis. Une tranquillité sereine s'était installée entre eux, une complicité qui n'avait plus besoin de mots. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit la première fois que nous sommes venus ici ?» demanda doucement Aurore. « Que mon courage était comme un caillou jeté dans un lac. » Jonathan sourit, se remémorant ce jour. « Je m'en souviens. »« Je crois que tu avais tort, » continua-t-elle. « Ce n'était pas mon courage. C'était le nôtre. J'ai peut-être jeté le premier caillou, mais c'est toi qui m'as donné la force de le lancer. Et toutes les ondulations qui ont suivi, nous les avons créées ensemble. » Il passa un bras autour de ses épaules et la serra contre lui. « Nous formons une bonne équipe. » À ce moment-là, le téléphone d'Aurore vibra. C'était un message du bureau du projet Echo. Une photo était jointe. C'était un jeune analyste financier au Nigeria, souriant largement. Grâce à leur aide, il venait de réussir à exposer un vaste réseau de corruption gouvernementale dans son pays. Il était en sécurité, et des changements positifs étaient déjà en cours. « Regarde », dit-elle en montrant la photo à Jonathan. Une autre ondulation. Ils regardèrent la photo, puis Maya qui riait avec ses amis, puis les feuilles d'or qui tombaient des arbres. Leur vie était un tissu complexe de responsabilités immenses et de joies simples. Ils avaient affronté les ténèbres et en étaient sortis non pas indemnes, mais plus forts, plus sages et plus aimants. L'histoire de la serveuse qui avait glissé une note au PDG était devenue une légende, un récit inspirant pour des millions de personnes. Mais pour Jonathan et Aurore, ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était simplement le début de leur « pour toujours ». Leur héritage ne serait pas mesuré en actions ou en titres, mais dans les vies qu'ils avaient touchées, les injustices qu'ils avaient corrigées et l'exemple qu'ils avaient donné. L'exemple qu'une seule voix, soutenue par l'amour et la conviction, pouvait véritablement changer le monde. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, projetant de longues ombres sur l'herbe, Jonathan se pencha et murmura à l'oreille d'Aurore. « Merci. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pour le champagne renversé, » répondit-il avec un sourire. Et dans ce simple échange, tout était dit. C'était le rappel que les plus grands tournants de la vie ne sont souvent pas les grands événements planifiés, mais les petits accidents du destin, les moments inattendus qui, si l'on a le courage de les saisir, peuvent tout changer. Et pour eux, cela avait tout changé, pour le mieux, pour toujours. Le temps passa, transformant les saisons et les chapitres de leur vie. Maya, la petite fille à la robe rose, devint une jeune femme brillante et passionnée. Influencée par le parcours de ses parents, elle choisit d'étudier le droit international, avec la ferme intention de rejoindre un jour le projet Echo, non pas par népotisme, mais par une vocation authentique à lutter pour la justice. Son diplôme fut un jour de fierté immense pour Jonathan et Aurore. En la voyant sur l'estrade, sa toge flottant au vent, ils ne virent pas seulement leur fille, mais l'incarnation de leur héritage. Hélioscope Technologies, sous la direction continue de Jonathan et avec la culture insufflée par Aurore, devint un titan de l'industrie, non seulement pour ses profits, mais pour son éthique. L'entreprise était constamment classée comme l'un des meilleurs endroits où travailler au monde. Jonathan, cependant, sentait que son temps à la tête de l'entreprise touchait à sa fin. Il avait accompli ce qu'il voulait. Il avait non seulement sauvé Hélioscope, mais il l'avait refondé sur des principes d'intégrité. Il organisa une transition en douceur, nommant à sa place une femme talentueuse qui avait gravi les échelons de l'entreprise, une personne qui partageait sa vision. Son départ ne fut pas une retraite, mais une réorientation. Il se consacra à plein temps au projet Echo, travaillant aux côtés d'Aurore. Ensemble, ils formèrent un duo redoutable, combinant sa vision empathique et sa capacité à inspirer avec son acuité stratégique et son réseau mondial. L'organisation devint l'une des ONG les plus influentes au monde dans la lutte contre la corruption. Ils ne se contentaient plus de réagir au cas. Ils travaillaient en amont, aidant les entreprises et les gouvernements à mettre en place des systèmes de transparence et de responsabilité pour prévenir la corruption avant qu'elle ne se produise. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse de leur maison de campagne, regardant les étoiles, Aurore posa sa tête sur l'épaule de Jonathan. Ils n'étaient plus les jeunes gens pris dans la tourmente, mais un couple qui avait traversé les épreuves de la vie, leurs cheveux parsemés de quelques fils d'argent, leurs visages marqués par les lignes du rire et du souci. « Tu penses parfois à cette nuit au Bristol ?» demanda-t-elle. Jonathan prit un moment avant de répondre. « J'y pense parfois. Pas avec peur, mais avec une sorte de gratitude émerveillée. C'est étrange de penser que le pire jour de ma vie a aussi été le meilleur. » « Le meilleur. C'est le jour où je t'ai rencontré, dit-il simplement.
Tout ce qui est bon dans ma vie, tout ce qui a du sens, découle de ce moment, de cette note que tu as écrite sur un bout de papier. Aurore sourit. Je n'aurais jamais imaginé que ces 5 mots auraient un tel pouvoir. Ce n'étaient pas les mots qui avaient du pouvoir, corrigea Théil doucement. C'était la personne qui les a écrits. Ils restèrent en silence, contemplant l'immensité du ciel nocturne. Leur histoire, qui avait commencé par une rencontre fortuite dans une salle de bal bondée, était devenue une saga de courage, de rédemption et d'amour durable. C'était une histoire qui avait résonné bien au-delà de leur propre vie, inspirant d'innombrables autres à trouver leur propre voie, à jeter leurs propres cailloux dans le lac. Leur aventure n'était pas terminée. De nouveaux défis et de nouvelles joies les attendaient. Mais ils savaient qu'ils les affronteraient comme ils avaient toujours tout affronté, ensemble. La serveuse et le PDG étaient devenus bien plus que leur titre. Ils étaient devenus des partenaires, des parents, des leaders, et surtout, le port d'attache l'un de l'autre dans les tempêtes de la vie. Et leur histoire continuerait de murmurer à travers le temps, un témoignage intemporel du pouvoir de la vérité et de la force extraordinaire de l'esprit humain. Leur héritage s'étendit de manière inattendue. L'histoire de la note qui a tout changé devint un cas d'étude dans les écoles de commerce du monde entier, non pas comme une leçon sur la gestion de crise, mais comme un exemple de leadership éthique. Des universités leur décernèrent des doctorats honorifiques, et leur travail avec le projet ECHO leur valut une nomination pour le prix Nobel de la paix. Mais pour eux, la plus grande récompense restait les changements concrets qu'ils voyaient dans la vie des gens. Comme cette jeune femme, une ancienne employée d'une usine textile en Asie du Sud-Est, qui, grâce au soutien du projet ECHO, avait réussi à exposer les conditions de travail inhumaines et à forcer une multinationale de la mode à réformer toute sa chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, cette femme dirigeait un syndicat puissant, protégeant les droits de milliers de travailleurs. Ou ce comptable d'une petite municipalité française qui avait dénoncé un système de pots-de-vin impliquant le maire. Le projet ECHO lui avait fourni une protection juridique et l'avait aidé à se réinstaller, lui et sa famille. L'ancien maire était en prison, et la ville était maintenant gérée avec une transparence retrouvée. Chacune de ces victoires était une nouvelle ondulation, une preuve que leur travail avait un impact réel et durable. Jonathan et Aurore ne se sont jamais reposés sur leurs lauriers. Ils étaient conscients que la lutte pour la justice était un effort constant, une bataille sans fin contre la cupidité et l'abus de pouvoir. Mais ils n'étaient jamais cyniques. Leur propre histoire était un rappel constant que le changement était possible, qu'un seul acte de courage pouvait déclencher une avalanche de bien. Ils vieillirent ensemble, leurs pas devenant plus lents, mais leur esprit restant aussi vif et passionné que jamais. Ils virent Maya se marier et avoir ses propres enfants, leur transmettant les leçons de courage et d'intégrité qu'elle avait apprises. Jonathan, l'orphelin qui pensait qu'il finirait sa vie seul, se retrouva le patriarche d'une famille aimante et grandissante, son cœur rempli d'une joie qu'il n'aurait jamais cru possible. Un jour, alors qu'il était très âgé, un jeune journaliste vint l'interviewer pour un documentaire sur sa vie. « Monsieur Royer, » demanda le journaliste, « après toutes ces années, quel est le moment dont vous êtes le plus fier? La création d'Hélioscope? Le succès du projet ECHO ?» Jonathan sourit, son regard se perdant dans le lointain. Tout cela a été une grande aventure. Mais le moment dont je suis le plus fier, c'était dans une ruelle sombre derrière un hôtel de luxe. C'est le moment où j'ai mis ma veste sur les épaules d'une petite fille de 6 ans et où j'ai dit à sa sœur qu'elles étaient en sécurité. Le journaliste fut surpris par cette réponse simple. Pourquoi ce moment en particulier? Parce que c'est le moment où j'ai cessé de penser à ce que je pouvais construire et où j'ai commencé à penser à qui je pouvais protéger. C'est le moment où j'ai compris que la vraie richesse n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous donnez. C'est le moment où mon cœur a vraiment commencé à battre. Cette réponse résumait parfaitement sa vie. Le succès matériel n'avait été qu'un prélude. La véritable histoire, celle qui comptait, avait commencé avec un acte de gentillesse dans une ruelle, un acte qui avait ouvert la porte à une vie d'amour, de but et de signification profonde. L'histoire d'Aurore et Jonathan se termina comme elle avait commencé, non pas avec le bruit d'un empire, mais avec le murmure silencieux d'un cœur humain choisissant la bonne voie. La dernière scène de leur vie commune se déroula des décennies après la première. Ils étaient assis sur un banc, non pas dans un parc parisien, mais dans le jardin de leur maison, un jardin qu'Aurore avait cultivé avec amour au fil des ans. C'était une journée d'été parfaite, l'air embaumant le parfum des roses et du chèvrefeuille. Leurs mains, ridées et marquées par le temps, étaient jointes. Ils ne parlaient pas beaucoup, leur longue vie commune ayant créé une communication qui allait au-delà des mots. Ils regardaient leurs petits-enfants jouer sur la pelouse, leur rire cristallin remplissant l'air. C'était une scène de paix idyllique, une paix qu'ils avaient durement gagnée. Jonathan se tourna vers Aurore, son regard toujours rempli de la même adoration qu'il avait eue pour elle depuis le début. « C'est une belle vie que nous avons construite, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, sa voix affaiblie par l'âge mais toujours ferme dans sa conviction.
Aurore lui serra la main. « La plus belle, » répondit-elle. Plus tard ce soir-là, Jonathan s'éteignit paisiblement dans son sommeil, Aurore à ses côtés. Son départ laissa un vide immense, non seulement dans sa vie, mais dans le monde. Les hommages affluèrent du monde entier, célébrant l'homme d'affaires visionnaire, le philanthrope révolutionnaire, mais surtout l'homme d'une intégrité inébranlable. Aurore vécut encore plusieurs années, continuant à superviser le projet ECHO, désormais dirigé par Maya. Elle devint la gardienne de leur histoire, la matriarche sage qui rappelait à tous les origines de leur mission. Elle ne se remaria jamais. Jonathan avait été l'amour de sa vie, et leur histoire était complète. Quand son heure vint, elle fut enterrée à côté de lui, sous un simple érable qu'ils avaient planté ensemble le jour de leur mariage. Sur leur pierre tombale, il n'y avait pas de liste de leurs réalisations. Juste leur nom, les dates, et une simple phrase gravée en dessous. Le courage est un murmure qui résonne pour l'éternité. Leur histoire ne s'arrêta pas avec leur mort. Elle continua à vivre à travers leurs enfants et petits-enfants, à travers les innombrables vies touchées par le projet ECHO, à travers les employés d'Hélioscope qui travaillaient dans une culture qu'il avait contribué à créer. L'histoire de la serveuse et du PDG devint une parabole moderne, un rappel que même dans un monde souvent cynique et corrompu, la vérité, le courage et l'amour restent les forces les plus puissantes de toutes. Elle rappelait à chacun que les héros ne portent pas toujours de cape. Parfois, ils portent un tablier de serveuse et un morceau de papier à la main. Et que le plus grand changement peut commencer par le plus simple des gestes. Un avertissement murmuré, une main tendue dans l'obscurité, un choix de ne pas détourner le regard. L'héritage du projet ECHO se perpétua bien au-delà de la vie de ses fondateurs. Sous la direction de Maya, puis de sa propre fille, l'organisation s'adapta aux nouveaux défis du XXIe siècle. Elle lutta contre la désinformation à l'ère numérique, protégea les lanceurs d'alerte environnementaux qui dénonçaient les crimes contre la planète et utilisa l'intelligence artificielle pour détecter les schémas de corruption dans les données financières mondiales. Le nom « Royer » devint synonyme d'intégrité. L'appartement du Marais, où tout avait commencé, fut transformé en un petit musée privé, géré par la fondation familiale. Il n'exposait pas de richesses, mais des histoires. Les murs étaient tapissés des témoignages de personnes aidées par le projet ECHO. Au centre de la pièce principale, sous une vitrine en verre, se trouvait une simple note, écrite à la hâte sur un bout de papier de carnet de commande. « Ne buvez pas, partez maintenant ». C'était le cœur de l'exposition, le point de départ de tout. Des écoliers, des étudiants et des dirigeants du monde entier venaient visiter ce lieu, non pas pour voir de l'art ou des artefacts, mais pour s'inspirer. Ils apprenaient qu'un seul individu peut faire la différence, que la hiérarchie sociale ne définit pas la valeur morale, et que le courage est un muscle qui se renforce à chaque fois qu'on l'utilise. Hélioscope Technologies continua de prospérer, restant fidèle aux principes établis par Jonathan et Aurore. L'entreprise devint pionnière dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, prouvant que l'éthique et la rentabilité n'étaient pas mutuellement exclusives. Le prix Aurore Lanvin pour le courage en entreprise fut créé, récompensant chaque année un employé, à n'importe quel niveau, qui avait fait preuve d'une intégrité exceptionnelle. L'histoire d'amour entre Jonathan et Aurore, elle aussi, devint une sorte de légende. Des livres furent écrits, des films furent réalisés. Mais aucune adaptation ne parvint jamais à capturer pleinement la simplicité et la profondeur de leur lien. Leur amour n'était pas dans les grands gestes, mais dans les milliers de petits moments de soutien mutuel, de respect et de complicité silencieuse. Il était dans la façon dont il la regardait quand elle parlait avec passion, dans la façon dont elle posait sa main sur son bras quand il était inquiet. C'était un amour qui n'était pas une évasion de la réalité, mais un partenariat pour l'affronter. Ainsi, même des générations après leur départ, l'impact de leur vie continuait de se faire sentir. Les ondulations du caillou jeté dans le lac n'avaient jamais cessé de s'étendre, touchant des rivages qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ils avaient prouvé que l'on ne mesure pas une vie à sa durée, mais à sa donation. Et leur donation au monde fut immense. Ils n'avaient pas seulement dénoncé la corruption, ils avaient allumé une flamme d'espoir. Ils n'avaient pas seulement bâti une entreprise, ils avaient créé une communauté. Ils n'avaient pas seulement trouvé l'amour, ils avaient montré au monde ce qu'il signifie vraiment. Et leur histoire, transmise de génération en génération, continuerait à poser une question simple mais profonde à tous ceux qui l'entendraient. Si vous étiez à leur place, qu'auriez-vous fait ? La dernière ondulation de leur histoire fut peut-être la plus personnelle. Un siècle après la nuit fatidique au Bristol, une arrière-arrière-petite-fille de Jonathan et Aurore, une jeune femme nommée Éléonore, se retrouva à travailler comme stagiaire dans une grande institution financière. Elle n'utilisait pas le nom de Royer, préférant se faire un nom par elle-même. Un jour, en analysant des données, elle tomba sur une anomalie, une série de transactions qui semblaient conçues pour dissimuler des pertes massives, mettant en péril les économies de milliers de petits investisseurs.
Elle se souvint des histoires que sa grand-mère lui racontait, des histoires sur le courage d'une serveuse et d'un PDG. Elle sentit la peur lui nouer l'estomac. Signaler ce qu'elle avait trouvé pourrait détruire sa carrière avant même qu'elle n'ait commencé. Elle pourrait être mise sur une liste noire, ne plus jamais travailler dans la finance. Le silence semblait l'option la plus sûre, la plus logique. Cette nuit-là, elle n'arriva pas à dormir. Elle se leva et se dirigea vers le petit bureau de son appartement. Sur le mur était accrochée une copie encadrée de la fameuse note. 5 mots simples. Ne buvez pas, partez maintenant. Elle fixa ces mots, sentant le poids de son héritage. Ce n'était pas un fardeau, mais une invitation. Une invitation à être à la hauteur de ce en quoi sa famille avait toujours cru. Le lendemain matin, le cœur battant, mais la résolution ferme, elle rassembla les preuves et prit rendez-vous avec le responsable de la conformité de l'entreprise. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle ne savait pas si elle serait écoutée ou congédiée, si elle serait considérée comme une héroïne ou une paria. Mais elle savait une chose avec une certitude absolue, elle faisait ce qu'il fallait faire. En sortant du bureau, après avoir tout révélé, elle sentit un sentiment de légèreté, de liberté. Elle avait fait son choix. Elle avait jeté son propre caillou dans le lac. L'histoire ne se répétait pas, mais elle rimait. Le courage, comme un gène dominant, avait été transmis à travers les générations. L'héritage de Jonathan et Aurore n'était pas dans les bâtiments ou les comptes en banque. Il était dans cet acte. Dans le choix d'une jeune femme, un siècle plus tard, de faire passer l'intégrité avant la sécurité personnelle. C'était la preuve ultime que leur histoire n'était pas seulement une histoire du passé, mais une lumière directrice pour l'avenir. Une lumière qui ne s'éteindrait jamais, tant qu'il y aurait des gens prêts à écouter le murmure de leur conscience et à agir en conséquence. Le cycle était complet. La note avait été écrite, le message avait été reçu, et l'écho continuait de résonner. L'impact de la révélation d'Éléonore fut sismique. Le scandale financier qu'elle mit au jour devint une affaire nationale, menant à des réformes réglementaires strictes dans le secteur bancaire. Au début, comme elle l'avait craint, elle fut ostracisée par certains de ses pairs. Mais son anonymat fut protégé par une nouvelle loi sur la protection des lanceurs d'alerte, une loi qui avait été adoptée des décennies plus tôt grâce au lobbying incessant du projet ECHO. Finalement, la vérité triompha. Éléonore ne retourna jamais dans la finance traditionnelle. Au lieu de cela, elle accepta un poste au projet ECHO, apportant son expertise de l'intérieur pour aider l'organisation à naviguer dans les complexités de la criminalité en col blanc du XXIe siècle. Elle devint un symbole pour sa propre génération, une influenceuse de l'éthique dans un monde numérique. Un jour, en fouillant dans de vieux papiers de famille, elle découvrit un journal intime appartenant à Aurore. La plupart des entrées étaient des réflexions sur sa vie, sa famille, son travail. Mais une entrée, datant de peu de temps après son mariage avec Jonathan, attira son attention. « Parfois, je me demande ce que l'avenir nous réserve », avait écrit Aurore. Non pas pour nous, mais pour les enfants de nos enfants. Vivront-ils dans un monde où il est plus facile de dire la vérité? Aurons-nous réussi à faire une petite différence? Je ne peux pas le savoir. Mais je peux espérer. J'espère que nous leur laisserons non pas un chemin tout tracé, mais une boussole. Une boussole intérieure qui les guidera toujours vers le nord de l'intégrité, peu importe la force des vents contraires. Éléonore ferma le journal, les larmes aux yeux. Elle comprit alors que le lien qui la reliait à ses arrière-arrière-grands-parents était plus profond que le sang ou le nom. C'était un lien de valeurs partagées, une croyance commune en la capacité de l'individu à faire le bien. La boussole avait été transmise. Le nord était toujours le même. L'histoire de Jonathan et Aurore n'était donc pas une histoire avec une fin. C'était une histoire en cours, une conversation continue entre les générations sur le sens du courage, de l'amour et de la responsabilité. C'était un rappel que chaque jour, chacun de nous est confronté à des choix, petits et grands. La plupart de ces choix sont insignifiants. Mais parfois, un choix se présente qui définit qui nous sommes. Un choix où l'on doit décider entre ce qui est facile et ce qui est juste. Dans ces moments-là, l'histoire de la serveuse et du PDG murmure à travers le temps, offrant non pas une réponse, mais une question. Quelle sorte d'ondulation voulez-vous créer dans le monde? L'héritage final de Jonathan et Aurore ne fut pas une réponse, mais cette question éternelle, laissée en suspens pour que chaque génération y réponde à sa manière. Dans les archives du projet ECHO, préservé avec le même soin que la note originale, se trouvait un autre artefact, un petit carnet de dessins rempli de croquis d'enfants. C'était le carnet de Maya, celui qu'elle tenait la nuit de l'événement au Bristol. La plupart des pages étaient remplies des dessins habituels d'une enfant de 6 ans, des maisons, des fleurs, des animaux souriants. Mais la dernière page était différente. C'était un dessin fait après les événements, une fois qu'elle était en sécurité dans l'appartement de Jonathan.
Le dessin représentait 3 personnages se tenant la main. Une femme avec de longs cheveux blonds, un homme très grand en costume, et une petite fille en robe rose au milieu. Au-dessus d'eux, Maya avait dessiné un grand soleil jaune rayonnant. Et en bas, avec l'orthographe phonétique d'une enfant, elle avait décrit une seule phrase : « Les gentils ont gagné ». Les historiens et les analystes pouvaient écrire des volumes sur les implications économiques et sociales de l'affaire Hélioscope. Les biographes pouvaient détailler la complexité psychologique de Jonathan et Aurore. Mais aucun document, aucune analyse, ne pourrait jamais capturer l'essence de leur histoire aussi parfaitement que ce simple dessin d'enfant. Il rappelait que derrière les stratégies complexes, les batailles juridiques et les mouvements mondiaux, il y a toujours une vérité humaine fondamentale. La lutte entre le bien et le mal. Le désir de sécurité. La puissance de la gentillesse. Le besoin de croire que, malgré tout, les gentils peuvent gagner. Ce dessin était la véritable conclusion de leur histoire. Il ne parlait pas de richesse ou de pouvoir, mais de la création d'une famille à partir des décombres d'une crise. Il ne parlait pas de vengeance, mais de rédemption. Il ne parlait pas de la fin d'une ère de corruption, mais du début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de meilleur, symbolisé par un soleil radieux. Et c'est peut-être là le message le plus durable de tous. Que les plus grandes batailles ne sont pas menées pour des parts de marché ou des titres, mais pour le droit d'une petite fille de dessiner un monde où le soleil brille et où les gentils gagnent. Jonathan et Aurore avaient mené cette bataille. Et comme Maya l'avait si bien dessinée, ils l'avaient gagnée. Leur victoire n'était pas seulement la leur. C'était une victoire pour tous ceux qui osent espérer un monde meilleur, et qui ont le courage de prendre un crayon, ou un stylo, et de commencer à le dessiner. La conclusion de cette saga ne réside pas dans un événement final, mais dans la permanence de son influence. Des décennies après que tous les protagonistes aient quitté la scène, une jeune étudiante en sociologie choisit l'histoire d'Hélioscope comme sujet de sa thèse. Elle passa des mois à éplucher les archives, à lire les interviews et à analyser les données. Elle s'attendait à trouver une histoire sur la corruption en entreprise et la réglementation. Mais ce qu'elle découvrit fut bien plus profond. Elle découvrit que l'effet Aurore, comme elle l'appela, avait eu des ramifications mesurables. Des études montrèrent une augmentation significative des signalements de malversation en entreprise dans la décennie qui suivit l'affaire. La perception publique des lanceurs d'alerte passa de celle de traîtres à celle de héros civiques. La thèse de l'étudiante argumentait que l'histoire de Jonathan et Aurore n'avait pas seulement changé une entreprise. Elle avait contribué à un changement culturel plus large en normalisant l'acte de dire la vérité au pouvoir. Son travail gagna un prix prestigieux et fut largement diffusé, ravivant l'intérêt pour cette histoire intemporelle. Les gens réalisèrent que ce n'était pas seulement un drame humain, mais un point de basculement sociétal. L'histoire fut intégrée dans les programmes scolaires, non pas en cours d'histoire ou d'économie, mais en cours d'éducation civique. Les enfants apprenaient l'importance de la responsabilité individuelle, du courage moral et de l'empathie. L'histoire de la serveuse invisible qui avait changé le monde devint aussi fondamentale que les récits des grands leaders politiques ou des inventeurs. Elle enseignait une leçon différente, que le pouvoir ne réside pas seulement au sommet de la pyramide, mais distribué parmi tous ceux qui ont le courage de l'exercer. Ainsi, l'héritage de Jonathan et Aurore fut immortalisé, non pas dans la pierre ou le bronze, mais dans le tissu même de la société. Leur histoire devint un mythe fondateur du XXIe siècle, un récit qui rappelait à une époque de plus en plus complexe et souvent cynique que les valeurs humaines fondamentales, l'honnêteté, la compassion, le courage, étaient toujours les plus importantes. Et le murmure de leur histoire continua, transmis de professeurs à élèves, de parents à enfants, un rappel éternel que l'histoire n'est pas seulement quelque chose qui nous arrive, mais quelque chose que nous créons, un choix à la fois. Et que même le plus humble des choix, comme celui de griffonner quelques mots sur un bout de papier, peut, dans les bonnes circonstances, finir par changer le monde. La dernière pièce du puzzle, la boucle finale, fut trouvée par un historien amateur qui faisait des recherches sur l'orphelinat où Jonathan avait grandi. En examinant de vieux registres, il découvrit quelque chose d'étonnant. Les parents d'Aurore Lanvin, avant leur mort prématurée, avaient été des donateurs réguliers de cet orphelinat. Ils n'étaient pas riches, mais ils donnaient ce qu'ils pouvaient chaque mois. Leurs dons avaient contribué à financer le programme de bourse d'études de l'établissement. L'historien creusa plus profondément. Il découvrit que la bourse spécifique qui avait permis à un jeune orphelin brillant nommé Jonathan Royer d'aller à l'université avait été financée, en partie, par la gentillesse et la générosité des parents d'Aurore. La boucle était bouclée. L'acte de gentillesse de ses parents, des années auparavant, avait permis à Jonathan d'acquérir l'éducation qu'il avait mise sur la voie du succès. Et des décennies plus tard, leur fille, Aurore, lui avait sauvé la vie, lui permettant de préserver cet héritage et de le transformer en quelque chose d'encore plus grand. Ce n'était pas le destin ou la coïncidence. C'était la preuve tangible que le bien engendre le bien, que les actes de gentillesse,
même petits et anonymes, créent des ondulations qui peuvent traverser le temps et l'espace de manière imprévisible. L'acte de charité des parents d'Aurore n'avait pas été fait en attendant une récompense. C'était un acte de pure compassion. Et pourtant, des décennies plus tard, cet acte était revenu, de manière extraordinaire, pour protéger leur propre fille. Cette révélation ajouta une nouvelle couche de profondeur et de poésie à l'histoire déjà remarquable de Jonathan et Aurore. Elle montra que leur rencontre n'était pas le début de l'histoire, mais la continuation d'un cycle de gentillesse commencé une génération plus tôt. Le caillou initial n'avait pas été jeté par Aurore dans la salle de bal, mais par ses parents, dans le silence d'un don modeste à un orphelinat. C'était la leçon finale. Que nous sommes tous connectés. Que nos actions, bonnes ou mauvaises, ont des conséquences qui nous dépassent. Et que la plus grande puissance de l'univers n'est peut-être pas la richesse, le pouvoir ou même le courage, mais la simple, humble et indomptable puissance de la gentillesse humaine qui résonne à travers les générations, liant les passés, les présents et les avenirs dans une tapisserie complexe et magnifique. L'histoire de Jonathan et Aurore n'était finalement pas seulement leur histoire. C'était l'histoire de nous tous.